6 heures de Silverstone à suivre en direct sur Motorsport TV. Anthony Drevet en compagnie de Romain Lacroix et Paul Louchatin. On vous commande cette troisième manche de la saison et c'est parti avec le meilleur envol de Kamui Kobayashi, le poleman. Oh, derrière, attention, avec déjà un petit peu de grabuge entre les LMP2, les GT et puis deux voitures de P1 qui sont parties. Une SMP et une Rébellion. Oh là là, quel départ! Ouais, une rébellion et j'ai l'impression aussi qu'il y avait une Jackie Chan des Racines. Je suis pas sûr à 100% parce Il y a que aussi une ressemble avec les Dragon rébellions. Speed LMP2 je crois. Ah bah voilà, celle la 31 qui se fait encore pousser. Et elle a une Ford qui est repartie à l'arrière, encore du contact parmi les GT. Où il y a du pare-choc là qui est resté. Et une proto. Et oui, c'est la 31. Et oui, avec Maldonado, Davidson. Malheureusement, c'est Davidson et Gonzalez, oui, Davidson qui revenait en LMP2, bah ça va pas être le départ escompté. Alors que le Toyota est déjà bien parti. Oui, déjà bien parti devant une SMP qui a été finalement épargnée par les difficultés. Alors cette voiture numéro 31, alors qui est au volant de cette voiture pour prendre le départ? Roberto Gonzalez qui a pris le départ. Oui, Anthony Davidson qui nous expliquait aussi que de passer de LMP1 à LMP2 c'est pas si simple que ça. Donc on y reviendra tout à l'heure, Paul Lou, parce que oui, quand on passe d'une LMP1 4 roues motrices, comme Anthony Davidson était pilote Toyota, à une LMP2, forcément il y a une adaptation. Mais là surtout, ce que je remarque, c'est que c'est une course de 6 heures et les pilotes sont partis vraiment le couteau entre les dents. C'est un petit peu osé, non? Ouais, c'est toujours un petit peu dommage sur des courses comme ça aussi longues où finalement très peu de choses se jouent au départ, de voir des accrochages. On a vu hier un départ en ELMS qui s'est plutôt bien passé. Là on a des pilotes plus expérimentés qui normalement auraient dû réussir à en faire de même. Après on va voir, mais c'est vrai que la course est tellement longue que sacrifier un petit peu sa course sur un départ un petit peu osé, c'est toujours dommage. Ouais, c'est très très dommage, surtout pour la voiture numéro 17, donc la voiture du SMP Racing, avec, on va essayer de retrouver le pilote de cette voiture numéro 17, de qui s'agissait-il? C'était Alexander Lynn, je crois. Non, je suis pas sûr, je pense que c'était Stéphane Sarrazin. Sarrazin, oui. Pardon. Je pense que c'était Stéphane Sarrazin, ça ne lui ressemble pas, mais Stéphane Sarrazin qui a été piégé donc dans cet incident. Et il y a aussi la voiture numéro 3 de chez Rébellion, je crois que c'est Mathias Bech qui est parti à la faute. Bon, ça arrive, c'est dommage. Alors en GT on n'en a pas parlé, mais évidemment les Aston sont revenus au niveau. La qualification a donné tout simplement une pole position en GT Pro de la Ford de Stéphane Muqueux et d'Olivier Plat, une première depuis 2016. Oui, sauf que la Ford qu'on a vue tout à l'heure en dehors de la piste deux fois, eh ben, c'était la numéro 66 d'Olivier Plat. Aïe, justement, et qui est maintenant dernière de sa catégorie alors qu'elle partait de la pole. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Regardez bien à droite de l'image. Oh, c'est Mathias Bech qui se rate. Mathias Bech qui vient percuter Stéphane Sarrazin. Alors derrière ensuite c'est... Et qui emmène en fait la deuxième rébellion derrière. Il n'y a pas de contact, mais pour l'éviter, la deuxième rébellion a été vraiment obligée d'aller très large, ce qui fait qu'elle est en 11e position maintenant. Ouais, dommage, très très dommage de commencer comme ça. Mathias Bech qui a vu une opportunité et qui finalement a vu la porte se refermer. Oui. Et derrière, oui, la 66 ouais, effectivement. On a vu la 66 qui a voulu éviter en fait la P2 devant et qui a été surprise. En revanche, très bon départ de la voiture de Dragon Speed. Il s'en est sorti miraculeusement. Alors qui est au volant? Ben Hanley. Ben Hanley est au volant de cette voiture. Et Niliani aussi là, on l'a vu en caméra embarquée, qui a eu vraiment un bon réflexe. C'est dommage quand même de voir Rébellion. On se rappelle ce qui s'est passé avec André Lauterer au Mans. Oui. Là maintenant c'est Mathias Bech, c'est vraiment dommage parce que c'est l'équipe privée selon moi la plus forte qui peut aller peut-être concurrencer Toyota le mieux. Oui. Et qui à chaque fois en s'handicape un petit peu dès le premier virage. Ouais, c'est vrai que c'était un peu le même principe que la Bike-OLS. On disait voilà, avec l'expérience que Bike-OLS a, normalement il devrait avoir un petit avantage, etc. Et toujours il y a un grain de sable qui vient se mettre dans la mécanique. Et là on voit même la Bike-OLS derrière les LMP2 et la LMP2 qui avait signé la pole position, cette Oreca 07 à moteur Gibson numéro 37. Là aussi belle performance de l'équipe Jackie Chan DC Racing qui avait signé tout simplement la première et la deuxième position, les deux premiers temps chrono de la séance qualificative. Alors là par contre bon départ encore une fois de Guido van der Garde après Spa-Francorchamps, et elle se montre encore, le pilote néerlandais. D'ailleurs il y a eu un petit changement d'équipage là aussi pour Racing Team Nederland. Ouais, avec la présence de Nick De Vries qui est rentré dans les rangs. Nick De Vries qui est un pilote de GP2 qui a énormément d'expérience en monoplace et qui fait, on va dire, ses débuts en endurance, mais c'est vraiment un pilote qui est dans le giron McLaren depuis toujours, qui a tout gagné en karting et qui a un petit peu plus de mal à s'adapter à la monoplace. Il a presque tout gagné, sauf que il lui a fallu peut-être un peu plus de temps que d'autres pilotes pour s'adapter à ce pilotage. Mais ça fait vraiment partie des très bons jeunes pilotes aujourd'hui qui est de nationalité hollandaise. Il y a une dizaine d'années on le voyait quasiment comme Lewis Hamilton, ouais, Nick De Vries,
C'est exactement ça, c'était le petit génie du sport automobile qui a fait des très beaux résultats, mais pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Ouais, il y a un Néerlandais qui lui a passé devant, hein, je crois qu'il s'appelle Max Verstappen, c'est finalement un peu plus prometteur que Nick De Vries, mais enfin on va voir ce qu'il est en mesure de donner en endurance. Il remplace donc Yann Lammers, expérimenté pilote qui a décidé de prendre un petit peu de recul sur l'engagement. Il a participé aux 24 heures du Mans et ensuite il a laissé la place aux jeunes. Alors devant, les Toyota bien sûr en première et deuxième position, pas de surprise, déjà 7 secondes d'écart entre les deux voitures japonaises et la voiture du SMP Racing de Michael Alechine. Bon, ça commence fort. 7 secondes en 6 minutes, tout est dit. Voilà. Donc là, il faudra se retourner comme le disait Fred hein, sur les autres catégories peut-être. Oui. On espère qu'il y aura une bagarre quand même, hein, je n'arrête pas de le dire, mais entre la 7 et la 8, entre les deux Toyota, parce que là au moins ça serait vraiment intéressant, j'allais dire, de les laisser se battre et concourir. On comprend qu'à Spa, il fallait faire gagner Fernando Alonso parce qu'il revenait, il venait en endurance, il n'avait pas gagné depuis longtemps, il fallait que ce soit un retour victorieux. Aux 24 heures du Mans, c'est mieux de faire gagner Alonso parce qu'on en parle plus dans les médias. J'imagine que c'est comme ça qu'on a réfléchi aussi. Maintenant, on est à Silverstone, c'est la troisième manche de la super saison. On a réussi son objectif de l'année pour Toyota. Il n'y a plus que le titre à acquérir, mais enfin là, ça va être une formalité. Donc maintenant, espérons qu'ils vont se battre entre eux. Espèce de complotiste. Non, tout de suite. Fred d'ailleurs est pas sur notre hashtag Twitter WEC_Motorsport TV. Fred qui a l'air de penser qu'Alonso va s'imposer aujourd'hui. Nous Et vous pourquoi pas interdisons formellement d'imaginer des complots et des victoires en rond. Bon, Ça d'accord. n'existe pas. Non, ça n'existe pas et ça n'existera pas aujourd'hui car peut-être que la 7 saura résister à la numéro 8, en tout cas sur la piste lors des qualifications. Elle l'a prouvé, elle l'a montré. Allez, on va s'intéresser à la catégorie LMP2, on l'a dit, avec la voiture numéro 37 toujours en tête devant la 29 du Racing Team Nederland et la voiture sœur du Jackie Chan DC Racing, la 38. Derrière, on retrouve Nicolas Lapierre avec la voiture du Signatec Alpine Matmut et la voiture du TDS Racing, la voiture numéro 28 en 5ème position de sa catégorie. Et puis en GT, Cocorico, Kevin Estre qui est en tête avec l'équipe Porsche, la voiture numéro 92 qui s'est déjà imposée. Vous vous souvenez, c'était la couleur et la décoration cochon. Donc pour cette voiture, eh bien, elle a réussi à s'imposer aux 24 heures du Mans. Elle arrive ici à Silverstone et elle mène pour l'instant la catégorie devant les deux Aston Martin. Ça fait quand même plaisir de revoir les Aston revenir, même si on sait que c'est la balance de performance qui a été un petit peu ajustée. Et puis derrière, on trouve la Ferrari numéro 71 de la F Corse et la BMW pilotée par Augusto Farfus qui est de retour. Donc avec BMW, il participe à cette épreuve ici à Silverstone. Et puis en GTE AM, eh bien, voyez donc la grosse bagarre qu'il y a entre deux voitures de cette catégorie. Alors je crois que c'est la voiture numéro 54 et la 61. En tout cas, ça se bagarre fort et selon nos indications, nous on a la voiture du Project One qui avait signé la pole position qui est encore en tête, mais ça peut changer hein, selon les incrustations. Allez, on s'intéresse à la bataille pour la troisième position, une Aston, une Ferrari. Alors les pilotes Aston disent qu'ils ont beaucoup travaillé et que c'est pas forcément la balance de performance qui est l'explication de ce regain de forme. Qu'est-ce que tu peux en penser, Paul Lou? Est-ce que finalement c'est Aston qui a beaucoup travaillé ou la BOP a quand même favorisé? Je pense que la BOP les aide. Après, ils ont sans doute aussi également bien travaillé. Il faut pas oublier que la piste de Silverstone est assez atypique. On a pu le voir par exemple en LMP2, en ELMS hier, où depuis le début de l'année on voit une certaine domination des Oreca, et pourtant en qualification c'est la Ligier qui a été faire la pole position en mettant même presque 8 dixièmes d'avance à la voiture qui a fait le deuxième temps. Ce qui fait que c'est une piste en fait où on a besoin de plus d'appui aéro, et il suffit un petit peu que la Stone ait un petit peu plus d'appui aéro et se retrouve un petit peu avantagé sur cette piste par rapport aux autres voitures, même si on peut imaginer que les Ford sont des voitures qui ressemblent vraiment un petit peu à des prototypes, soient également très très bonnes en aéro. Oui, c'est ce que l'on a vu en qualification, bien résumé. Hein. Vraiment, les Ford et les Aston étaient très fortes. Bien sûr, en course, la stratégie va se développer et on va voir ce qui va se passer. On n'a pas bien entendu ce qu'on a dit à Kamui Kobayashi, c'est dommage. La radio qui n'était pas assez forte dans notre casque. Alors, bon, si vous avez entendu, excusez-nous, on n'a pas entendu cette première radio. En tout cas, on vous salue hein, sur les réseaux sociaux WEC_Motorsport TV avec Nicolas qui est là, Quentin, Fred, Ludo, Manu également, Thomas qui salue Paul Lou, voilà. On voit le départ hein, en attendant, Ryan qui est là, Chris, Max, voilà, on a nos fidèles. Ouf, oui, vraiment ce contact.
Il y a une porte qui s'est fermée, mais je pense que le pilote de la SMP avait dans son rétroviseur une autre voiture derrière lui et qu'il n'a pas vu venir la voiture de rébellion. C'est vraiment un fait de course parce Ah oui, que la oui. porte était ouverte, ça passait Et et la porte se referme. ouais, mais elle s'est pas refermée par manque de fair play ou question de manque de sportivité. Et en GT Pro également, hein, c'était compliqué. Ah bah oui, parce que derrière ça a été l'embouteillage, hein. Voilà, tout le monde se retrouve à 4 de front. Et on avait une question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui arrive à la 31? Elle est là justement, cette voiture rouge et blanche à l'arrêt. Elle a pu repartir ensuite, mais la voiture de Roberto Gonzalez qui a été un peu percutée au départ, un peu chahutée. On est avec lui justement. Et j'ai l'impression, un Paul Loup, surtout hier, on l'a vu avec la voiture 47, la 7 Hilar Villeurbanne Corset, dès qu'il y a des petits contacts, les réseaux électriques, j'ai l'impression, sont mis à rude épreuve. Qu'est-ce qui explique que ces voitures, il y a un petit souci, c'est l'MP2, il y a une explication pour ça? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'électronique maintenant dans les voitures. Et donc, bien évidemment, si on prend un vibreur trop fort ou qu'il y a un choc, ça peut peut-être faire sauter un faisceau ou encourager un petit peu des courts-circuits. Après, normalement, elles sont bien faites et ça devrait pas arriver. En tout cas, nous, on a la chance avec le Idel Sport Racing depuis le début de l'année de ne pas avoir eu de soucis de ce côté. Et on a donc déjà des dépassements, voilà, on fait le compte. 124 dépassements en LMP1, 24 en LMP2, 8 en GTE Pro, 11 en GTE AM. Bon, les 124 en LMP1, c'est qu'il y a eu beaucoup de trafic, hein, j'imagine. Alors, on va essayer d'écouter ce qui se passe chez Porsche. On est dans la fenêtre de consommation, mais on n'a pas de marge. On n'a pas de marge. Voilà ce qu'on dit au pilote Kevin Estre dans cette voiture numéro 92. Donc, ce qui veut dire qu'on garde le même rythme, mais on n'attaque pas plus, quoi. C'est exactement ça. À savoir que lorsqu'on pilote, que ce soit en GT ou en prototype, il y a une façon de piloter un petit peu pour essayer d'économiser de l'essence. C'est-à-dire que quand on arrive en bout de ligne droite, au moment du frein, au lieu de lâcher l'accélérateur et de freiner instantanément, eh ben, on peut lâcher l'accélérateur un petit peu plus tôt, faire un petit peu de roue libre et donc arriver un peu moins vite et freiner un petit peu plus tard. C'est ce qu'on appelle un lift. Et donc là, en gros, ce qu'on expliquait à Kevin Est, c'est de lui dire de continuer pareil, mais attention, si jamais il se met à consommer plus, et ben après il sera obligé sans doute de faire un petit peu des lifts pour rester dans la même fenêtre par rapport à la stratégie de base au niveau de la consommation et donc des arrêts au stand qui en sont la conséquence. On travaille finalement durant tout ce relais avec les ingénieurs hein, qui surveillent tous leurs ordinateurs, tous leurs écrans. Donc c'est vraiment en course d'endurance, mais c'est ce qu'on a l'habitude de dire, ce sont des petits relais sprint dans une course d'endurance en fait. Ouais, exactement, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, on a des voitures qui nous permettent de tenir 6 heures de course pour une course de 6 heures, même 24 heures aux 24 heures du Mans, en étant quasiment à fond. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la voiture qui va remporter l'épreuve aura roulé à fond pendant ces 6 heures, ce qui fait que si on veut espérer gagner, eh bien, faut rouler à fond. Donc, c'est comme tu le disais, Anthony, vraiment un sprint à chaque fois. En LMP2, les relais durent à peu près 45 minutes, donc on part pour 45 minutes de sprint, même s'il faut gérer ses pneus et sa consommation d'essence. Alors là, on a un duel hein, qui nous intéresse entre la Baikoless chère à Quentin, je crois. Hein, on ne touche pas la Baikoless, et bien voilà. Et la voiture numéro 17 de Stéphane Sarrazin qui devrait normalement passer assez rapidement. Stéphane Sarrazin qui a été donc pris dans l'incident du premier virage. Stéphane Sarrazin, on le sait, il est rapide. Et par contre, ce week-end, il ne fait équipe qu'avec Igor Uroutsev. Alors là, qu'est-ce qui peut expliquer, Paul Lou je ne sais pas si tu as une explication pour ceux qui apprécient, mais qu'on choisisse d'être à 2 pilotes ou à 3 pilotes selon les courses d'endurance. Je me trompe peut-être, mais il me semble que d'habitude c'est Matteo Sisakian, leur coéquipier. Oui. Et ce qui fait qu'il était engagé hier en ELMS pour les 4 heures de Silverstone. Et donc on peut imaginer que la structure SMP a préféré le garder seulement pour le LMS sur ce meeting afin de lui éviter de passer d'un paddock à l'autre. Parce qu'en fait, lors de ce meeting de Silverstone, on a le paddock de LMS qui est dans les anciens stands de Silverstone, oui, dans l'ancienne ligne droite, qui est celle qui précède le virage de Copse, et le paddock du WEC qui lui se trouve dans le paddock F1 en fait, le nouveau paddock qui date de 2010,
C'est ça, dans le bâtiment de Wing, enfin en Exactement. dessous du bâtiment. Et donc c'est compliqué en fait de jongler d'un paddock à l'autre. Alors on voit des pilotes comme Nicolas Lapierre, comme Ben Hanley, comme Mathieu Valsilière qui l'ont fait Là, il y en a ce 14 week-end. en tout, Et Paul ben Loup. voilà, il y en a même 14. J'avais pas tous les noms. Donc il y a des inconvénients comme ce que je viens de l'énoncer. Oui, Après il y a aussi des avantages. Ce qui est sûr c'est que un Nicolas Lapierre ou un Mathieu Valsilière, et ben en séance d'essai avant les qualifications, ils avaient beaucoup plus roulé et oui. que les autres pilotes, ce qui fait qu'en arrivant en qualification, et bien évidemment ils étaient. Alors Mathieu Valsilière n'a fait qu'une séance de qualification, celle du WEC, mais par exemple Nicolas Lapierre qui l'a fait en WEC et en ELMS, avait roulé le double des autres pilotes et donc j'ai été sans doute un petit peu mieux préparé à cette séance de qualification. Et en plus, il roulait 2 fois en LMP2, si je prends le cas de Voilà. Nicolas Lapierre. Tandis que si on veut parler de l'équipe qui le faisait rouler hier, un Dragon Speed, il y a une voiture LMP1 à entretenir, la fameuse BR Engineering, et puis en LMP2, donc la voiture hier qui était pilotée donc par Ben Hanley, Nicolas Lapierre, Henrik Edman. Il faut aussi savoir se réadapter entre une LMP1 et une LMP2. Alors c'est l'occasion de te poser la question, Paul Lou, quelle est la différence, j'allais dire, entre une voiture P1 privée et une LMP2? La différence n'est pas bien grande, en tout cas en termes de vitesse sur un tour, il n'y a pas une grosse différence. Non, la différence, elle va pas être énorme. Et même en style de pilotage, voilà, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que sur les LMP1 privés, par rapport à une LMP2, il y a un petit peu plus d'appui aéro. Donc dans les virages rapides, ça va passer un petit peu plus fort. Ça va accélérer plus fort aussi. Donc en bout de ligne droite, on va arriver plus vite. Mais à peu de choses près, les points de freinage vont rester les mêmes. Ce qui fait que tous les repères à 2, 3, 4 mètres près seront les mêmes. Et donc certes, ça nécessite des qualités d'adaptation, mais qui ne sont pas non plus phénoménales par rapport à si c'était faire la course en GT et en prototype. Alors Renaud, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement avec les écarts peut-être en GT, parce qu'on est en GTE Pro et on sent qu'il se passe quelque chose là, non? Ah bah écoute, moi j'étais en train surtout de regarder la catégorie LMP1 puisqu'on avait à l'image tout à l'heure Oliver Webb pour Bike Racing qui essayait de résister à Stéphane Sarrazin et il a cédé non seulement à Stéphane Sarrazin mais aussi à Mathias Bech, donc pour l'instant 8e et dernier de sa catégorie, et Stéphane Sarrazin qui est en train de remonter, mais qui a fort à faire parce qu'il a plusieurs secondes de retard. Je crois que 4 secondes de retard actuellement sur la voiture Dragonfly qui le précède en 5e position et qui est pilotée par Ben Hanley. Oui, d'ailleurs, on l'aperçoit Ben Hanley, qui est donc en GT, dans le peloton des GT, j'allais dire. Il se défait du trafic, pas forcément simple, parce que justement, il n'y a pas ce système hybride pour les voitures privées, chose qui change un petit peu la donne, hein. Effectivement, Paul Lou, quand on a une voiture 4 roues motrices, on arrive à mieux se défaire dans le trafic parce qu'on arrive à avoir une meilleure traction en sortie de virage, non? C'est exactement ça. Et c'est ce qui est dommage et compliqué pour ces LMP1 privés, c'est que sur un tour, ils peuvent presque rivaliser avec les Toyota, mais encore ils sont un petit ton en dessous. Mais lorsqu'ils se retrouvent dans le trafic, malheureusement l'écart il se creuse encore plus parce que voilà, comme tu le disais Anthony, les 4 roues motrices fait que quand ils sont derrière même derrière une GT, ils sont beaucoup moins déventés et donc ça leur permet de s'extraire plus rapidement et plus facilement des virages. Donc il y a un vrai avantage, hein, effectivement, pour Voilà. les équipes officielles. Alors, on parle à Sébastien Buemi et on lui pose la question sur la stratégie, hein, je crois, mais j'avoue qu'on a du mal un peu à saisir ces teams radio. Ouais, parce qu'il y a un peu, c'est pas vraiment du code, mais il y a, disons, quelques façons de parler qui sont propres aux équipes et aux stratégies qu'ils veulent employer. J'ai l'impression qu'on parlait là comment dire, de stratégie de carburant à l'intérieur de la voiture, savoir combien on doit passer de temps dans les stands, combien de carburant on va mettre. Mais c'est pas très clair sur ce qu'ils veulent faire exactement. Je crois qu'on est encore un peu en train de se chercher. Et comme toujours, hein, au début, on a une stratégie qui est établie. Et ensuite, on adapte en fonction des adversaires déjà et des faits de course. Et il y a peut-être aussi un petit problème au niveau de la partie avant de la voiture. Parce que là, on est en train de préparer un capot avant pour la voiture numéro 8. Oh, drive-through pour la 38. Oui, Départ anticipé. la 38, si je me trompe pas, c'est Jackie Chan des Racing, C'est voilà, ça. et c'était Opintoon au départ. On n'a pas vu réellement ce qui s'est passé, mais sans C'est doute celle qu'il qu'on a vu s'est. se décaler, si vous vous souvenez, quand on Voilà, avait la grille en face de nous, on a vu une voiture se décaler complètement à droite. Donc je pense qu'effectivement, on a considéré qu'il est parti un petit peu trop tôt et qu'il a essayé de doubler par l'extérieur comme ça. bon, on n'a pas le droit de se décaler en fait avant l'extinction des feux et le franchissement de la ligne de départ.
Et à noter Anthony là, puisqu'on est en train de suivre les Ford GT du Team Ganassi Racing, Olivier Plat qui était tout à l'heure dernier de la catégorie après ses errances du premier tour on va dire, est maintenant remonté, il a passé la BMW du Team M-Tech, la Porsche du GT Team, la Ferrari de la F Corse. Il est maintenant revenu juste derrière son coéquipier Andy Prio. Mais pour l'instant, eh bien, pas de Ford dans le top 5. Et que ce soit Andy Prio ou Olivier Plat, ils sont un petit peu en retrait. Oui, alors ils sont quand même proches, puisqu'on les a à l'image, justement, on en profite derrière la BMW numéro 82 d'Augusto Farfus et derrière les deux Aston Martin. Alors d'ailleurs, petit remaniement aussi au niveau des équipages chez Aston Martin avec deux pilotes simplement qui sont donc dans la 95 et dans la 97. Globalement, en GT Pro, il n'y a que deux pilotes. C'est vraiment un choix en termes de stratégie, j'imagine, Paul Lou, pour essayer d'avoir une stratégie plus claire en termes d'arrêt au stand aussi. Ouais, j'imagine qu'il y a sans doute ce fait-là, un choix pour simplifier peut-être la stratégie. Ça peut également être un choix financier de la part des équipes. Ça coûte moins cher d'avoir deux pilotes que trois pilotes. Et après pour toi, je pensais pas, d'accord. Pour toi sur la première course, on avait trois pilotes à Spa et maintenant on en a que deux. C'est que le Spa c'est la course qui précède celle des 24 heures du Mans. Or pour les 24 heures du Mans, il faut avoir trois pilotes. Alors que là c'était très chaud. C'était juste, Guido van der Garde dans la voiture jaune qui a dépassé la Ford qui était elle-même en train de se défaire d'Augusto Farfus. Les deux Ford qui sont passés donc devant la BMW. Et bien voilà, un peu de changement dans ce peloton, mais c'est là où on se rend compte, en tout cas en vue du ciel, vue d'hélicoptère, que le dépassement des retardataires est pas quelque chose de simple. Non, pas quelque chose de simple. Et pourtant, c'est un dépassement qui a été très bien fait, qui a été très important et qui lui a permis de gagner au moins 3 secondes. Pourquoi ? Parce que s'il ne dépassait pas à ce moment-là, il serait retrouvé gêné par une GT dans le Clops. Donc là, déjà, dans le Clops, il aurait été déventé et il n'aurait pas pu aller doubler l'Aston Martin qu'on voyait un petit peu plus loin au fond de l'image, qu'il a réussi à les doubler avant de rentrer dans Beckett. Ce qui fait qu'il aurait été déventé dans le Clops et il aurait été gêné dans tout l'enchaînement Beckett. Et donc là, ça lui a vraiment permis de doubler toutes les voitures en ligne droite et de passer l'enchaînement Beckett à fond. Et quand on sait la différence de charge qu'il y a entre une LMP2 et une GT dans les virages rapides, c'est l'équivalent, allez, on va dire, de 2 à 3 secondes de gagner de sa part. Ouais, donc vraiment, c'est là où on se rend compte que les stratégies justement de dépassement de retardataires sont très très importantes dans ces courses d'endurance. Et merci de l'avoir noté parce que oui, les 3 ou 4 secondes, c'est quand même pas négligeable. Oui, Renaud. Alors, vous parliez là des deux pilotes d'Aston Martin qui se sont retrouvés sans volant, Darren Turner et Johnny Adam. La raison officielle annoncée par Aston Martin, c'est que ça fait plus de temps de conduite pour les deux autres pilotes et moins de compromis dans la position de conduite. Voilà, donc ça semble quand même, quand on dit comme ça, un petit peu de fausse excuse. Je pense que ton explication, Paul Lou, à mon sens, beaucoup plus crédible. Et je finirai juste en disant que Johnny Adam a quand même retrouvé un volant puisqu'il est passé en GTE AM avec l'équipe TF Sport. Il fait équipe aujourd'hui avec Sally Yoluc et Charlie Eastwood dans la 90. Et la bagarre qui continue donc entre Alex Lynn et Andy Prio, les deux Britanniques à domicile pour le gain de la 4e position. Direction Budapest et le tracé du Hungaroring pour la 8e manche de la saison du Blancpain GT Series. Dreyers Ventures pourra-t-il faire coup double après son succès l'an passé? À n'en pas douter, il faudra bien compter sur le duo germano-espagnol Christopher Maes-Alex Rivieras. Actuellement en tête du championnat, ils n'ont qu'un objectif, aller jouer la gagne. Les deux courses du meeting sont à suivre sur Motorsport TV. De retour en direct, toujours à Silverstone pour ces 6 heures, ici dans le cadre de cette super saison du championnat du monde d'endurance de la FIA. Et on est maintenant en catégorie LMP2 avec la bagarre entre la voiture de l'arbre compétition avec un nouveau pilote, tiens, un 3e pilote qui est venu compléter le duo formé par Erwin Creed et Romano Ricci, les deux parfumeurs, je les tire. Et bien le 3e c'est Yoshiharu Mori qui a donc
pris le volant de cette voiture numéro 50 et là il y a eu un changement de position. La Dragon Speed numéro 31 remonte après ces petits soucis, elle se retrouve donc 5ème de la catégorie LMP2. Désormais devant Roberto Gonzalez, on va retrouver Nicolas Lapierre avec l'Alpine Signatec numéro 36 avec quand même quasiment 40 secondes d'avance. Donc là ça va être un peu compliqué pour l'instant pour Roberto Gonzalez de revenir sur le français. Allez tiens, on retrouve nos Toyota, je sais plus qui sur les réseaux sociaux nous dit voilà c'est Max. Vous avez vu les Toyota? Vous les reverrez dans 5 heures. Non, parce que la réalisation nous les montre quand même régulièrement. Mais je pense que pour les adversaires, ça ne doit pas être simple. Alors que la numéro 8 revient. Elle revient dans le match cette voiture. Et il va s'arrêter au stand, Sébastien Buemi. Fuel stop only. On va simplement remettre de l'essence dans la voiture numéro 8, dans le réservoir plus exactement de cette voiture numéro 8, pilotée par le pilote suisse Sébastien Buemi qui est en deuxième position, Michael Alechine 3ème, 4ème place pour Nelliani, 5ème Mathias Bech et deux Toyota finalement qui vont s'arrêter au stand. On a un message de notre confrère, tiens Laurent Mercier. C'est ce que j'étais en train de montrer à Paul Lou. On préférerait te voir dans l'habitacle d'une voiture, Paul Lou, mais tes commentaires sont très bien. Bah voilà. Merci beaucoup Laurent. Je plus sois. Et également pareil pour moi, après j'ai déjà la chance d'avoir fait le LMS hier grâce au IDL Sport Racing, donc faut savoir savourer et prendre les bons moments. Bon bah parfait, en tout cas on est content de t'avoir avec nous. Alors les deux Toyota s'arrêtant en même temps, forcément la 8 a un petit peu de soucis. C'est cette manœuvre là qui avait créé tant de polémiques, qui a failli créer tant de polémiques aux 24 heures du Mans parce qu'on pensait que Fernando Alonso avait enclenché la marche arrière, chose interdite bien sûr dans une voie des stands, alors que non, c'était bien les mécaniciens qui avaient poussé cette voiture un peu à l'instar de ce qui s'est passé à l'instant. Fernando Alonso d'ailleurs regarde ça d'un œil attentif, mais on va gêner la numéro 7 pour repartir. Donc finalement, voilà, on gêne la 8 et la 7. C'est pas très fin peut-être de les arrêter en même temps, c'est la stratégie qui veut ça. Kamui Kobayashi s'en souvient bien d'ailleurs, il a fait un tour de plus en 24 heures, il avait raté son arrêt au stand, et il avait dû faire un tour au ralenti, donc il vaut mieux respecter la stratégie et la fenêtre de ravitaillement. Alors en tout cas on va voir, mais je suis pas sûr qu'ils aient un avantage si grand désormais avec le rééquilibrage de l'EOT, l'Equivalence of Technology. Ils avaient 2 tours d'avance environ les Toyota sur les autres manches. Là on a l'impression qu'en début de course en tout cas, c'est quasiment la même stratégie et on remplace la partie arrière de cette voiture. Ouais, on voit le bloc arrière, normalement il se change assez facilement. Mais bon, il peut toujours y avoir un petit peu de difficulté au moment de l'accrocher. Voilà, ça y est, ils ont réussi à l'enclencher. Ouais, ce bloc arrière qui a été un petit peu malmené tout à l'heure au départ, avec Roberto Gonzalez qui est allé se faire percuter par certains de ses adversaires, notamment des pilotes de GT. Un bel équipage là aussi avec Anthony Davidson qui fait son retour à la compétition. Il avait laissé sa place pour Fernando Alonso chez Toyota. Oui, finalement. Et il est là en LMP2 et je voulais l'évoquer tout à l'heure alors qu'on suit toujours du coin de l'œil la bagarre en GT, ne vous inquiétez pas, mais Anthony Davidson qui passe d'une LMP1 hybride à une LMP2 a connu quelques petites difficultés, notamment dans le trafic. Alors Paul Lou, c'est ce qu'on dit, il y a moins de puissance aussi pour s'extraire des virages quand on est avec une LMP2 parce qu'il n'y a pas de système hybride tout simplement. Voilà, exactement, et en plus de ça, la différence de performance on va dire quand on est dans une LMP1, les GT vont vraiment beaucoup moins vite que nous, ce qui fait que on est partout beaucoup plus vite qu'elle et donc on peut s'en détacher très facilement dans n'importe quel type de virage et même dans des enchaînements lents qui s'enchaînent assez rapidement. On a tellement de puissance avec le système hybride en on-off en fait. À peine on en demande, on a tout ce qui vient direct, on a tout ce qu'on veut qui vient directement, ce qui fait que c'est très simple de se défaire du trafic et qui plus est avec les 4 roues motrices. Quand on est dans une LMP2, certes la différence de performance elle reste très conséquente entre une GT et une LMP2, mais en puissance moteur c'est pas non plus on passe pas de 200 chevaux à 1000 exactement, 1200. Ce qui fait qu'en réaccélération ça se vaut à peu de choses près et donc c'est beaucoup plus difficile de s'en défaire, même si ça reste assez simple, surtout avec les nouvelles LMP2 de l'année dernière où là on a gagné quand même 100 chevaux, mais malgré tout c'est vrai que et le pilotage est différent aussi. Je pense que dans une LMP1 hybride, j'avais eu la chance de piloter l'Audi à Bahreïn en 2016. C'est déjà, oui. Et c'est vrai que c'était une voiture finalement qui était très stable, qui était très bien réglée, ce qui fait que à piloter c'était presque plus simple qu'une LMP2.
Donc je comprends totalement Anthony Davidson qui a besoin, malgré tout son talent, il a tout de même besoin, j'imagine, d'un tout petit temps d'adaptation. Comme on avait pu le voir avec Fernando Alonso lorsqu'il avait été roulé avec United aux États-Unis, il n'avait pas été dès le premier tour, c'était pas le plus performant. Après, il a tout de suite été très rapidement dans le coup, mais il lui a fallu aussi un petit temps d'adaptation. Alors arrêt au stand, on l'a vu Nicolas Lapierre qui a laissé son volant à Pierre Thirier. On a vu également un beau balai hein, en GTE Pro avec la Porsche 91 qui a été témoin finalement des bagarres avec ses adversaires. Tu te bats pour une position avec la voiture après toi. Oh, il y a un problème à l'arrière, ça fume pour la voiture numéro 11 avec le pilote de cette voiture. Qui est-il? Michael Aléchine. Aïe 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 aïe. Ah, chez SMP, c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que cette voiture est quand même plutôt bien née en termes de comportement routier, je dirais, pour cette BR. Mais là, il y a quand même des petits soucis après l'envol de Spa. Au Ouais. Mans, c'était pas non plus très simple, alors même si c'était dû à une petite erreur au début. C'est pas le moteur là? Ben je sais pas, ça vient de l'arrière gauche on dirait. À Ça vient de surveiller. l'arrière gauche, mais c'est Moi pas. j'ai l'impression que ça vient. Ah, je crois que c'est l'échappement. Hein. Ouais, Ça vient c'est d'une l'échappement. sortie, ouais, c'est avant la roue. Donc effectivement, on voit C'est très mauvais, hein. l'orifice qui est juste avant la roue Quel arrière. dommage, quel dommage. Et pour, c'est que dans les virages, j'ai l'impression, oui. que dans les virages à droite. Alors on va voir là. Oui, faut prendre un moteur AER hein, par rapport au Mechachrome parce qu'on n'en a pas parlé, mais les Ginetta sont forfaits et ils ont invoqué. Ah, Problème moteur. Ouais. terminé. Est-ce que je dois stopper? Et oui, déjà une P1 privée qui doit abandonner. Alors je dis ça avec un petite pointe d'humour et un petit peu de sarcasme, j'allais dire, parce que le communiqué de Ginetta était on ne peut pas participer ici à cette course de Silverstone parce que le moteur n'a pas été assez fiable, le moteur Mechachrome, etc. Non, en fait c'est un problème d'argent, hein, je pense, faut être clair. Le même problème qui a empêché Ginetta de participer à Spa-Francorchamps. Ils avaient des soucis à se faire payer par leurs créanciers. Bon, ils ont invoqué une raison. C'est pas très sympa et pas très fair play, je trouve, pour Mechachrome. En fait, c'est pour ça. Je voudrais défendre l'industrie française, j'allais dire, et les moteurs français, parce que si les Ginetta ne sont pas là, et c'est dommage, hein, malheureusement, parce que le châssis, je crois pas qu'il ait été si mauvais, ce châssis Ginetta, mais voilà, ça manquait de roulage, tout simplement, ça manquait de préparation, et s'ils ne sont pas là, c'est plus une question financière que pour des moteurs. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, Paul Lou, mais... Non, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est la raison numéro un et la raison financière. Et pour en revenir sur Mechachrome, comme tu le disais, je pense qu'il y a eu un communiqué de réalisé par Mechachrome qui explique que, en fonction des difficultés financières qu'il y a eu de la part de Ginetta, eux ils estiment avoir rempli pleinement leur travail. Ils n'ont pas pu effectuer de séance d'essai. Ils n'étaient pas assurés d'être payés pour leur travail fourni. Et donc à partir de ce moment-là, quand on leur donne pas les moyens financiers de développer un moteur à 100%, ils ne pouvaient pas avoir directement la même performance que la concurrence. Et malgré tout, ils ont montré de la fiabilité et un bon travail a été réalisé. Oui, parce que Mechachrome, voilà, l'industrie française, hein, j'allais dire, on soutient aussi l'industrie française tout près de Bourges. Et c'est une belle entreprise, hein, là aussi, qui est plutôt dans l'aviation, qui prépare aussi des moteurs, qui a préparé des moteurs en Formule 1, qui continue, je crois, de fournir des pièces pour différentes marques en Formule 1. Donc vraiment, on sent qu'il y a une expertise et c'est dommage, c'est pas très juste vis-à-vis de Mechachrome d'avoir une fin comme ça d'implication en LMP1 parce que je pense que le moteur, s'il était dans une rébellion par exemple ou dans une autre voiture, il serait aussi efficace. Allez, on revient avec la Toyota numéro 7, Kamui Kobayashi qui après son arrêt a réussi à recreuser un petit écart hein, face à Sébastien Buemi. Alors il y a combien d'écart Renault là, entre les deux Toyota? On le voit à l'œil nu. Ouais, il y a 3 secondes 6 actuellement et il faut savoir que Oliver Webb dans l'équipe Bike Racing était le dernier à ne pas s'être arrêté. Pourtant il n'était pas vraiment remonté au classement, ça donne un peu une idée du rythme mené par les Toyota et les voitures SLT de Rebellion devant. Donc il a fini par s'arrêter, d'ailleurs il doit être en train de sortir des stands je pense. Et de son côté Stéphane Sarrazin est indiqué là sur une table de chronométrage en train dans les stands, donc je pense qu'il a fait ça, il est en train de servir sa pénalité. Alors on a la catégorie GTE AM aussi, tiens on ne l'oublie pas, alors il y a un petit peu moins de problèmes j'allais dire pour le leader, Eligio Perfetti qui mène devant l'Aston numéro 90 et la Porsche numéro 77. Pour l'instant c'est un peu plus calme dans cette catégorie, mais on va bien sûr en savoir plus d'ici quelques instants. On marque une toute petite pause, on revient très vite sur Motorsport TV.
Et nous sommes de retour sur Motorsport TV après cette petite interruption mais rapide, 4h42 de course restante et on a toujours un duel en GT Pro cette fois-ci entre Niki Team et Richard Lietz. Ils ont à peu près pris le volant en même temps. D'ailleurs en parlant de changement de pilote et de prise de relais, eh bien un certain Fernando Alonso est dans la voiture désormais, dans la voiture numéro 8, la Toyota qui avait pris l'avantage sur la piste au profit d'une consigne de course, en tout cas un changement de position sur la piste. Mike Conway lui prend le relais de Kamui Kobayashi dans la voiture numéro 7. On va voir ce que ça va donner. On sait que Mike Conway est très véloce et très efficace au volant de la Toyota. C'est ce qu'il avait prouvé à Spa, c'est ce qu'il a prouvé également au Mans. Donc pourquoi pas, à surveiller. Est-ce que ça va dépendre des pilotes? Arrêtez, je vous vois venir. On l'a vu tout à l'heure, on a même eu la communication radio qui demandait à l'un de passer l'autre. Bon, en tout cas, Voilà. Ludo le pense, hein, consigne de course pour lui. Là, c'est pas à penser, c'est qu'on l'a vu et on l'a entendu. C'est assumé complètement. Après, bien sûr, on verra peut-être dans la dernière heure de course, peut-être qu'il se ménage, tout ça. Mais... Non, et ce qui est dommage, c'est que tout à l'heure j'avais soumis l'hypothèse que c'était peut-être pour l'arrêt au stand qui suivrait pour éviter de se gêner. Or là, malgré tout, ils se sont arrêtés avec un tour d'écart, ce qui fait que l'hypothèse que j'avais émise ne s'est pas confirmée. C'est dommage. C'est vrai d'ailleurs comment ils ont pu se décaler à ce point et du coup la 7 a repris l'avantage sur la 8 au détriment au profit des arrêts au stand. Ouais, c'est surprenant. On peut gagner du temps où dans le in-lap, dans le tour de rentrée, dans le tour de sortie et quoi pendant l'arrêt également comme nous. Alors pendant l'arrêt, certes on peut gagner du temps, c'est dommage, on n'a pas le temps des arrêts au stand. Oui. Si on était dans les stands présents, sur le live timing dans les stands, on pourrait vous dire le temps de l'arrêt au stand précis. Et là ça expliquerait beaucoup de choses. Malheureusement on ne l'a pas en cabine. Donc ça peut en effet s'expliquer par le temps de l'arrêt au stand, ça peut s'expliquer par un petit peu le pilote qui fait dans la zone d'entrée des stands, s'il freine un petit peu plus tard que son coéquipier, il peut peut-être gagner 2-3 dixièmes mais pas plus. Et après ça peut aussi s'expliquer dans le trafic. C'est vraiment une des clés en endurance, le trafic. Or entre un tour clair et un tour avec du trafic, eh bien, on peut gagner ou perdre presque 2 secondes. Et ça peut se retrouver un petit peu comme on voit là en fait. On voit l'inversement des positions entre la 7 et la 8. Et ça peut s'expliquer. Alors que là la Jumbo... Et c'est pas Nick De Vries qui était au volant de cette voiture. Je suis pas certain de ce que j'avance, on va surveiller ça. On va essayer de regarder. Ouais, je suis pas sûr que... Peut-être Van der Garde encore, hein, mais à voir. Petite erreur à la relance. Tout seul. Ah oui. Dans cette nouvelle portion dans l'arena, c'est vrai que on peut se faire piéger. D'ailleurs tiens, qu'est-ce que tu en penses toi Paul Louche? Je pense que t'as pas connu l'ancienne version de Silverstone, mais est-ce que cette nouvelle version tu la trouves quand même sympa à piloter? C'est amusant parce que j'en parlais avec Nicolas Mination en faisant le tour des pistes jeudi dernier. Malheureusement non, je n'ai pas connu l'ancienne version. Je suis arrivé pour la première fois à Silverstone en 2010 pour la première année de ce nouveau circuit, enfin, en tout cas de cette nouvelle portion que moi j'apprécie énormément. D'accord. Nicolas me disait que malgré tout l'ancienne partie avec le virage qui devait s'appeler Bridge où on passait sous le pont et ça passait à fond, il a dit que voilà, ça c'était magique et que pour lui c'était un petit peu mieux que la nouvelle portion, mais on était tout de même assez d'accord à dire que c'est un des rares circuits à avoir réussi un peu cette modernisation, leur modeler un petit peu sans perdre l'ADN du circuit, parce que on enchaîne tout de suite avec 2 virages très rapides qui nous emmènent un petit peu sur une grosse zone de freinage où ça peut doubler assez facilement et donc c'est assez agréable. Voilà, la seule difficulté, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on vient de voir avec la Jumbo d'Alara, c'est le virage le gauche, la deuxième épingle à gauche, où en sortie la motricité est très compliquée et on peut avoir un petit peu des petites surprises comme un tête à queue à l'instant. Oui, c'est sûr que ça a modifié quand même certains virages dans le sens où il y a moins de passages très rapides en courbe. De l'autre côté, juste après le bridge en passant à Priory et en arrivant à Brooklands, il n'y avait quand même pas forcément de moyen de dépasser parce que ça avait déjà été remodelé, ni à Bridge, ni à Priory, ni à Brooklands, il n'y avait pas vraiment moyen. Tandis que là, en arrivant à Brooklands, maintenant on peut. Et voilà, en fait ça a rajouté pour moi 2 zones de dépassement. Tout à fait. En arrivant sur ce qui est maintenant le virage numéro 3 qu'ils appellent Arena, donc le gros frein
qui suit les 2 premiers virages, et ensuite à Brookland en fait, où là maintenant on a un très long gauche en appui, où on peut doubler à l'intérieur, on peut doubler à l'extérieur aussi, parce que le virage qui suit, c'est le virage de Lowfield qui est un long droit, donc si on fait l'extérieur, on se retrouve à l'intérieur pour le virage suivant. Et donc c'est quand même très intéressant, et c'est pour ça que pour moi Silverstone c'est mon circuit préféré, parce qu'il y a de tout, des virages très rapides, des virages lents, des zones de dépassement par l'intérieur, par l'extérieur. C'est pour moi un circuit complet. Ah ouais, non, c'est intéressant en tout cas à voir, mais oui, je partage aussi cet avis, c'est-à-dire que le circuit était bien avant, mais il est pas forcément mal maintenant avec cette portion, et bien au contraire. Attention, 10 secondes derrière, tu as une Ferrari. Ne perd pas trop de temps d'après ce que j'ai compris face à la Ford peut-être, mais on donne des indications en tout cas à Michael Christensen, les écarts notamment avec ses petits camarades et ses adversaires. Et pendant ce temps-là, il y a une rébellion qui passe à l'extérieur. Bon, on lui a informé quand même qu'Andy Prio était juste derrière, hein, donc faut aussi qu'il se méfie. Oui, pour revenir un tout petit peu et finir sur le circuit en lui-même de Silverstone, c'est un circuit qui a été resurfacé cette année suite à la demande de Pirelli en Formule 1. Et malheureusement, alors là, il y a un changement de leader. Pendant qu'on était en train d'évoquer ce resurfaçage, Andy Prio vient de s'emparer de la première position. Ça y est, les Ford sont en tête. La Ford est en tête en tout cas. Ce n'est pas la 66, c'est bien la 67 avec le pilote britannique. Tout à l'heure, on disait sur les réseaux sociaux qui va arrêter les Ford. Pour l'instant, personne. Et c'était un travail de longue haleine, hein, parce qu'ils sont partis de loin, comme on le disait, ils ont un peu stagné en début de course, et ils ont attendu à un moment donné de se retrouver tous les deux pour faire le train et remonter dans le peloton. J'attendais effectivement la voiture d'Olivier Pla, donc c'est la numéro 66 qui avait fait la pole pour remonter et doubler tout le monde, et finalement effectivement c'est la 67 qui a remis un coup de gaz là dans cette deuxième partie de course, enfin cette deuxième heure de course, et qui effectivement s'est installé en tête. La 66 est un petit peu plus loin. Et oui, ce resurfaçage, hein, c'est pas le seul circuit d'ailleurs à avoir dû resurfacer sa piste, hein, Barcelone également récemment. Donc oui, il y a des demandes pour les circuits qui accueillent la Formule 1. Est-ce que toi, tu as vu un changement important? Parce qu'on parle beaucoup de pneumatiques et de consommation de pneumatiques, de dégradation. C'est vraiment un point qui est devenu clé? Ce qui est sûr, c'est que normalement c'est la même compagnie qui a resurfacé Barcelone, le Paul Ricard et Silverstone. Or, à Silverstone, les manufacturiers pneumatiques avaient des craintes sur du blistering au niveau des pneumatiques, et donc les pneumatiques en fait se détériorent de trop. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu ce week-end. Après, faut pas oublier que ce week-end il a fait plus froid que ce qu'on pouvait envisager, ce qui fait que des équipes n'ont pas roulé en pneus hard, certaines ont roulé même en pneus médium suite aux conditions météo. Donc on a eu certes de la dégradation au niveau des pneumatiques, mais pas exagéré par rapport à un petit peu nos craintes avant d'arriver sur place. Après, ce qui est dommage sur ce resurfaçage à Silverstone, c'est qu'en fait il y avait quelques bosses avant sur le circuit, et le resurfaçage ne les a pas du tout enlevés. On a limite presque rajouté, et on a certaines personnes qui appellent Cyril Silverstone un petit peu le nouveau Sebring, et c'est vrai qu'on a beaucoup de boss qui sont apparus. Un mini Sebring. Oui, parce que Sebring c'est quand même une référence du genre, justement par absence de resurfaçage. C'est la piste d'essai, notamment suspension, châssis et freinage parfaite, parce que non, c'est plus des boss à ce stade, c'est un champ de mine. Tiens, en parlant de Sebring justement, alors là ça va me faire la transition impeccable. Bon, c'est-à-dire qu'on a une super season, on l'a bien compris, 2018-2019, on a 8 rendez-vous, on en est à la 3e. Donc il y aura Fuji en octobre, une date qui a été controversée aussi pour faire participer Fernando Alonso, Shanghai le 18 novembre, Sebring justement le 16 mars 2019, les 6 heures de Spa le 4 mai 2019 et les 24 heures du Mans pour conclure. Et on a eu le nouveau calendrier qui a été dévoilé, mais on va écouter Roberto Gonzalez d'abord. En fait, j'étais sur la partie gauche de la piste. Et j'ai eu un départ un petit peu moins bon. Donc en fait j'ai été un peu perturbé par un pilote qui a mieux démarré que moi. Il m'a poussé au milieu de la piste, j'ai dû freiner.
Ensuite, je suis arrivé dans le virage numéro 3 et il y a eu un gros embouteillage. Et au virage suivant, j'ai rien compris, je me suis fait pousser. Et là, j'ai vu tout le monde me dépasser. J'essayais juste de ne pas partir en tête à queue en travers. Mais j'ai été percuté de l'autre côté, alors du coup la voiture est repartie dans l'autre sens. Et en plus on n'arrivait pas à redémarrer ensuite la voiture. C'était vraiment difficile pour moi pendant mon relais de piloter cette voiture parce qu'on a cassé un élément à l'arrière. Et on a perdu évidemment une grosse partie de notre temps dans les stands parce qu'on a changé le bloc arrière. Oui, début difficile et anecdote un peu rigolote, j'allais dire de l'extérieur, mais pour Roberto González, il a pas dû vivre un super départ et un super premier tour. Il était un peu comme s'il était dans une machine à laver, quoi. Ah, Ranger Van der Zande au stand dans cette voiture du Dragon Speed. Eh bien, hier, ils ont réussi à terminer sur le podium. Aujourd'hui, ça sera pas la même histoire. Dommage pour cette voiture, ça fait 11 minutes 45 qu'elle est dans la voie des stands. Ça aussi, on n'avait pas eu l'info. 11 minutes 45. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de parler de Henrik Henman. Oui, c'est vrai. Il a pas eu Après le temps qu'on de lui ait rouler. fait beaucoup de publicité hier pendant la course des 4 heures de Silverstone en ELMS. Et bah finalement, il a terminé sur le podium. On a été mauvaise langue. Oui. Bon, il a été bien épaulé par Ben Hanley et par Nicolas Lapierre. Voilà. Il faut, si on veut donner l'histoire complète, c'est pour ça que Nicolas Lapierre est peut-être un petit peu fatigué aujourd'hui. Il a eu beaucoup de travail hier. Donc Anthony, on était parti sur le calendrier. Oui, c'est vrai d'ailleurs, j'ai été coupé Parce par qu'en Roberto fait, González. il y a plusieurs fois, ça fait plusieurs fois qu'on nous demande là sur les réseaux sociaux Oui. ce qu'on pense de ce calendrier et notamment des différents types de courses, différents formats. Et oui, parce qu'on va avoir. l'avait évoqué hier justement. Donc ce calendrier actuel, hein, je vous ai dit, de cette saison, on a des courses de 6 heures, courses de 24 heures avec Le Mans et 1500 miles de Sebring, ou 1000 miles d'ailleurs de Sebring. Voilà, on a un peu modifié tout ça, mais ça va globalement faire 6 heures. Bon, en 2019-2020, pour la prochaine Super Season, alors qu'on aperçoit Richard Leeds dans les échappements de Niki Team, eh bien, on a plusieurs nouveautés. Donc, ouverture de la saison à Silverstone. La nouveauté, c'est le comeback du Brésil et de Sao Paulo. Ça sera le 1er février 2019. Une semaine à peu près après les 24 heures de Daytona. Et donc, si rien 2020 là, ne... 2020, oui, pardon. Ah bah on prévoit à l'avance. Oui, c'est vrai. En WEC, c'est vrai que... Ah, c'est ça le problème aussi des Super Seasons. Oui, effectivement, c'est 2020. Bravo, bien vu Renault. Donc 1er février 2020, on aura donc Sao Paulo. Mais pour faire dans l'ordre, donc le début de saison 2019-2020, donc là on anticipe largement, hein, parce qu'on en est à la 3e manche de la saison 2018-2019, et on est déjà en train de parler de la saison 2019-2020, avec les 4 heures de Silverstone. Oui, vous avez bien entendu, pour le championnat du monde d'endurance, ce sera une course de 4 heures le 1er septembre 2019, les 6 heures de Fuji le 13 octobre 2019, 4 heures à Shanghai le 3 novembre 2019, 8 heures à Bahreïn le 14 décembre. Bon, la course de Bahreïn déjà à 6 heures c'était compliqué, mais alors 8 heures ça sera peut-être alors une que procession. Silverstone, elle, perd 2 heures. Bon, février 2020, le 1er février 2020, on ira à Sao Paulo pour les 6 heures. En mars 2020, on n'a pas encore la date officielle, les 1000 miles de Sebring. Le 3 mai 2020, les 6 heures de Spa et les 24 heures du Mans, les 13 et 14 juin 2020. Alors justement, la nouveauté vient du fait qu'on ait des durées de course différentes selon les épreuves. Alors ça vient aussi d'un sondage qui avait été fait sur les réseaux sociaux. Les fans ont voulu un peu de changement et ont voulu peut-être des formats différents. Alors qu'est-ce qu'on en pense effectivement, Renaud? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que pour toi c'est bien? C'est absolument exceptionnel, ça n'a jamais été vu de faire des courses d'endurance avec des formats différents. Par exemple, l'INSA n'a jamais fait ça. C'est vraiment une idée, mais alors, il a fallu demander au public et sûrement faire un référendum mondial pour arriver à une idée pareille. C'est vraiment, oh là là, heureusement qu'en Europe on est les leaders du sport auto. Non voilà, je le dis comme ça parce que c'est vous avez encore compris une que fois... Renaud est très... très taquin, je suis très taquin parce que c'est pas la première fois que dans les championnats FIA on réagit de cette façon. Alors oui, on va peut-être intervenir là sur la voiture de Bike-OLS Racing. Qui a touché à la Bike-OLS? Du coup elle va prendre feu, c'est ce que Fred nous avait dit. Voilà, tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Je voulais rebondir là-dessus, non mais en tout cas dommage pour l'équipe autrichienne qui est donc eh bien en difficulté.
Ah, alors on a dit au pilote de la 90, donc je crois que c'est Gian Maria Bruni, non c'est Richard Litz, pardon, on lui a dit si tu continues à ce rythme-là et que tu consommes de la même façon, ok tu peux, mais si tu veux le dépasser et utiliser plus d'essence, tu peux également le faire. Là on lui laisse le choix, hein. C'est plutôt sympa pour Richard Litz. Alors va-t-il décider de dépasser la Stone? Connaissant le pilote, je pense qu'il va essayer en tout cas. Après on va voir ce que ça va pouvoir donner. Et c'est vrai que on a vraiment toujours de très beaux duels hein, là aussi en GTE Pro, on n'arrête pas de le dire. Mais c'est vrai que c'est très intéressant à suivre et on aura l'occasion d'ici quelques instants de revenir hein, sur ce calendrier et de vous dire ce que l'on pense. Vous avez compris que Renault est très favorable à ce nouveau calendrier 2019-2020. Et pour l'instant il reste 4h26 dans cette épreuve des 6 heures de Silverstone. Bagarre fait rage toujours dans le peloton de la catégorie GTE Pro, notamment avec Ferrari face à Ford. On a déjà connu ces duels par le passé, notamment en 24 heures du Mans hein, dans l'histoire dans les années 60. Et bien ce duel il est encore une fois bien présent. La Ford numéro 67 d'Harry Tincknell a repris l'avantage sur la Ferrari F Corse depuis quelques minutes déjà, et James Calado est en deuxième position, poursuivi par Stéphane Luque. 8 secondes d'écart entre Calado et Luque environ. Plutôt 7 secondes entre Calado et Luque en deuxième et troisième position de la catégorie. Et derrière, il faut aller chercher un petit peu plus loin pour retrouver Kevin Estre, vainqueur des 24 heures du Mans, avec son équipier Michael Christensen et son autre équipier Lorenz Vanthoor. Ils sont en cinquième position de la catégorie devant Niki Thiel, Gian Maria Bruni, Maxime Martin, Antonio Félix d'Acosta et Martin Tomsik, les deux BMW en 9e et 10e position. Allez, messieurs, c'est vrai que les pilotes GTE Pro ne s'ennuient pas hein, vraiment dans cette course. J'ai l'impression que eux n'ont pas de trafic vraiment à gérer, hormis les GTE AM, mais ils se régalent au volant parce qu'ils ont vraiment des batailles à couteau tiré. Ouais, et c'est vrai que c'est un détail qu'on mettait moins en avant dans le passé, parce qu'on avait vraiment une très belle bagarre en LMP1. On avait Audi, Porsche, Toyota qui se battaient les unes contre les autres. Depuis qu'il y a eu ce retrait d'Audi et Porsche en LMP1, qu'on a plus que Toyota, on va dire, en constructeur, même si faut pas oublier du Rebellion, du SMP, qui vraiment a fait du très bon travail cette année. On va dire que la retransmission, alors qu'on a un problème pour la voiture leader, hein, si je me trompe mais pas. oui, c'est la voiture numéro 37, bien vu Paul Lou, que se passe-t-il pour cette voiture numéro 37 pilotée par Jasman Jaffar? Alors espérons que ce soit juste, et ben espérons que ce soit ça, mais il était J'ai l'impression qu'il est bien lent. Ah quand même. non, effectivement, il est au ralenti. Alors que se passe-t-il Pas pour de rythme Jasman DGT. Jaffar? Ouais, non, il avait 28 secondes d'avance sur S'il y aurait Stéphane pas une Recalmi, crevaison. et oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, ils ont essayé de modifier les réglages sur cette voiture. Et je vois rien en tout cas en termes de crevaison. Parce Avant que là, gauche, sinon, l'avant ouais, gauche c'est très certainement. bas. alors avec, c'est une crevaison lente alors. Ouais, parce que la lame oui. avant est très très proche du sol, Oui, exact. et en plus là il n'arrive pas à tourner dans ce virage là, Donc il n'est pas sorti très fort et tout, donc le pneu doit pas être éclaté. Non, Non. le pneu n'est pas éclaté, ça c'est. Mais je pense qu'on ne le voit pas malheureusement sur cette image, mais j'ai l'impression que l'avant gauche.
Oui, mais alors là, ça va nous faire un rebondissement parce que c'est eux qui étaient en tête depuis une grande partie de cette course. Alors, on l'a pas signalé aussi, mais pendant la pub, Quentin nous le dit, hein, il y a une pénalité pour la voiture numéro 61, la Ferrari du Clearwater. Donc, les enchaînements de problèmes Ouais, avant continuent. gauche. Ouais, Et le problème, c'est clair. qu'il garde. C'est dur pour lui parce que c'est arrivé Mais devant les oui, stands, c'est ça. donc il doit faire un tour complet. Ouais, sur un circuit très long. Hein. Et exactement, plus de 5 km 8, je crois. C'est ça. Et là, malgré tout, il garde un rythme un peu trop soutenu à mon goût. Peut-être qu'il va me donner tort et je lui souhaite. Mais j'ai peur qu'il crée d'autant plus de dégâts sur la voiture en gardant ce rythme-là. C'est-à-dire qu'en voulant gagner du temps, c'est vrai que ça tient, j'en profite pour rebondir là-dessus, Paul Lou, en voulant gagner du temps, parfois on en perd en fait parce qu'on fait plus de dégâts qu'autre chose. On se souvient de Nicolas Lapierre qui n'était pas au courant l'année dernière, au 24 heures du Mans avec la Toyota, pas au courant finalement de l'étendue des dégâts et le pneu arrière a déchiqueté complètement la carrosserie, ce qui ensuite a entraîné d'autres problèmes. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut prendre son mal en patience parce que je me mets à la place de Jasmine Jaffar, on est en tête, on vient de se faire déborder par son équipier. Bon, on veut pas perdre de temps. Alors quel est le bon réflexe à adopter? Malheureusement, c'est de rouler le plus doucement possible, à peu de choses près. Souvent, on dit à peu près 80 km/h. D'accord. Donc limite appuyer sur le bouton full course yellow quoi. Presque. Et puis s'il peut rouler un petit peu dans l'herbe, en fait, en gardant les deux roues, là ça serait l'avant gauche, donc en gardant les deux roues droites sur le béton et mettre les roues gauches dans l'herbe, voilà, il y a moins de friction, ça peut mettre un peu la roue en l'air et donc éviter de l'abîmer trop. On va voir là, en tout cas, on voit François Perraudot qui va s'emparer de la deuxième position. C'est clair. Là, il vient de rentrer au stand à l'instant, Jasmine Jaffar. Ouais, sauf que 80 km/h, autant dire qu'ils sont à l'arrêt. Une voiture de course, déjà, quand vous êtes sur la route 80 km/h, ça représente rien du tout. Alors, on va voir est-ce qu'il y a d'autres dégâts. On le voit, il y avait 1 minute 20 d'avance. Ah bah il s'arrête au stand, François Perraudot. Bah il en profite, remarquez, c'est vrai que c'est pas mal du tout en termes de stratégie chez TDS. Et oui, et François Perraudot qui a déjà fait, ça veut dire 2 stints, parce que c'est lui qui a pris le départ, ensuite il a passé la voiture à Mathieu Valsivière et il avait repris la voiture derrière. Donc est-ce que François Perraudot a encore besoin de rouler? Je suis pas sûr à 100%. Non, c'est pas sûr, et là c'est une bonne stratégie. Non, bah, effectivement il est remplacé, François Perraudot. Par Loïc Duval. Donc là c'est une bonne stratégie dans le sens où on profite du problème qu'a connu Jasmine Jaffar pour finalement se recaler en stratégie. Ouais, de toute façon je pense que ça tombe plutôt pas mal, ouais. Ouais, je pense que François Perraudot a dû faire son temps minimum de pilotage. Il a fait, s'il en est depuis le début de course, il n'y a pas eu Mathieu Valsivière Si. dans la voiture? Si. Pour moi Mathieu Valsivière a fait un relais entre les deux. Ouais, il aurait fait un double relais entre les deux. On va voir s'il a roulé suffisamment, François Perraudot. Est-ce que Renaud, tu aurais le décompte, en tout cas le règlement des temps de roulage selon les différents pilotes, catégorisation de pilotes, parce que je sais qu'on a ça quelque part, donc on va retrouver pour vous expliquer. Pas besoin de le retrouver. Non, tout de suite, de tête. Oui, je l'ai sous les yeux parce que mes notes à moi sont bien organisées et bien rangées dans mon petit bravo, cahier. règlement de compte dans la cabine. Merci. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a les temps de roulage sont différents en fonction du type de course, on a plusieurs durées. Même si c'est pas encore aussi exotique que ce qu'on aura pour la saison 2019-2020. On a plusieurs. Pardon, il s'est raté, ouais. Jimmy Bruni. À peine, hein, mais ça a suffi pour lui faire perdre quelques petits dixièmes précieux. Alors oui, Renaud, pardon. Donc, pour des courses de 6 heures, en LMP1, le temps minimum est de 40 minutes et le temps maximum en cumulé pour un pilote ne doit pas dépasser 4h30. C'est la même chose en LMGTE Pro. En LMP2, le temps minimum est d'1h15 et le temps total ne doit pas dépasser 3h30. Et en LMGTE AM, ça va dépendre des classifications de pilotes. Pour les pilotes courants de Silver, il y a un minimum de temps respecté d'1h45. Pour les Gold ou Platinum, c'est 45 minutes. Et en total, quelle que soit la classification du pilote, il ne doit pas faire plus de 3 heures. Oh, il y a un problème, encore une crevaison. Oui. Cette fois-ci, c'est pour la Ferrari. Cette Ferrari numéro 71. Si je me trompe pas, hein, c'est la Ferrari qui a eu le contact avec la SMP Racing qu'on vient de voir dans le virage numéro 3. Tout à fait. Enfin, j'ai l'impression aussi. Et il était 4ème du classement de la catégorie LMGTE Pro.
Et oui, David David Erigon. Erigon. Et là, il roule trop vite. Et là, on a clairement l'exemple de ce qu'il faut pas faire. David Erigon qui est en train de déchiqueter complètement le capot arrière de sa voiture. Et là, on va avoir, je pense qu'on risque d'avoir Et là, on a tout de suite Eduardo Freitas qui ne perd pas le nord, à rester en dehors, ou en tout cas reste en dehors de la trajectoire, dit-on, à David Erigon. Voilà, il y a un caméraman en moins. Nick De Vries qui vient de rentrer dans la voiture du Racing Team Nederland à la place de Van Der Poel. Aïe aïe aïe, alors là, David Erigon, et on a bien vu un Sam Bird qui se tenait la tête. Parce qu'effectivement cette voiture numéro 71 est maintenant bien en difficulté. Alors je crois que c'est qui nous disait ça, c'est Ludo tout à l'heure qui nous disait qu'il y avait beaucoup de débris de gomme, beaucoup de boulettes de gomme sur le côté de la piste. Là il va y en avoir encore plus. C'est pas très étonnant, très franchement, sur un circuit comme Silverstone. Oui. Ouais, c'était bien cette voiture. David Erigon qui est venu se faire un petit peu écarté par Igor Routseff. Et d'ailleurs je crois que Routseff est également au stand. Y aurait-il un problème? Je pense que ça a rentré dans la fenêtre un peu de choses près, mais ils ont peut-être un petit peu anticipé son arrêt pour vérifier qu'il n'y ait pas de soucis. Alors là par contre il en a mis partout David Erigon. Et encore il n'avait pas un tour complet à faire. On va s'affairer. Alors est-ce qu'on va changer le capot arrière? Ça serait logique. À moins que ça ne gêne pas. Même je connais pas le temps en GT pour ces réparations, mais c'était sûr c'est plus long pour photo. Le passage de roue est beaucoup plus écarté. Ouais. Ah bah safety car. Safety car donc, et on va bien rentrer la voiture dans les stands. Les dégâts sont importants, on va vérifier. C'est le moment, tant qu'il y a safety car, autant rentrer la voiture. Oui, comme quoi. Et alors là, ça va lui faire les affaires. Voilà. Routseff qui était rentré au stand et qui maintenant vient de repartir. Oh là là, juste devant la voiture 31 de Pastor Maldonado. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste un peu trop de gaz en sortie de Brooklyn, avec du sous-virage dans ce virage-là, ce qui fait qu'il tirait beaucoup sur le volant. Et trop de gaz, et au moment où l'avant a repris un petit peu de grip, un peu comme tout à l'heure. L'arrière, exactement, l'arrière n'est pas de. Oui, donc il devait sortir des stands selon les informations, donc il avait des pneus un petit peu moins à température. Okay, copy. Full degradation. Too much oversteer, ce qu'on a fait comprendre, trop de survirage, il y a de la dégradation des pneus. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de la dégradation des 4 roues, parce qu'au début il a parlé d'une dégradation des pneus avant, ce qui fait que ça doit lui créer du sous-virage, mais malgré tout il a dit l'oversteer, donc du survirage. Oui, c'était voilà, d'accord. Et bah, comme on a une voiture 4 roues motrices, effectivement, on utilise tous les pneumatiques, 4 pneumatiques, et on les use un petit peu tous. Et donc il parlait de front degradation et de oversteer, donc dégradation à l'avant et survirage. Alors le safety car, oui, quand on est sous régime de safety car, bah, on peut rejoindre le safety car à pleine vitesse. C'est ce que font les GT. Alors là, ils ont doublé le safety car. Ah oui, pardon, doublé le safety car pour le rejoindre. Parce qu'en fait, le safety car a laissé passer les GT, étant donné que la voiture leader, qui est la Toyota numéro 8, était juste derrière, et il faut que ce soit la voiture leader qui soit derrière le safety car. Jusque là c'est logique, et un seul safety car bien sûr à Silverstone, au contraire de 24 heures du Mans, où on a un circuit de plus de 13 km. Allez, on va marquer encore une fois une petite interruption et on revient très vite sur le Fernando, stay behind the safety car, stay behind the safety car. Donc les problèmes qui continuent pour Aston Martin, mais devant toujours Toyota qui sourit et qui rigole, même avec José María Lopez qui a augmenté son avance là au cours des 2 derniers tours. Il est passé de 3 secondes à 4 secondes 8 d'avance sur Nakajima, qui mène un train d'enfer. Et sur notre fil Twitter, hashtag #WEC_Motorsport TV, c'est Chris qui nous dit Lopez a l'air plus à l'aise que l'année dernière sur cette même piste. Oui, alors là clairement les chronos le confirment. Et oui, on se rappelle, José María Lopez en 2016 qui avait une première expérience très compliquée sur ce circuit de Silverstone, puisque pour sa première course en LMP1 avec Toyota, malheureusement avait perdu le contrôle de sa voiture dans le virage de Copse. C'était une piste qui était grasse, c'est-à-dire qu'il se mettait à pleuvoir, les vibreurs étaient très glissants, et au moment d'inscrire la voiture, il l'a perdu et il avait été tiré tout droit. Et donc
c'est toujours compliqué hein, pour une première course avec une équipe de faire perdre la course à l'équipe comme ça, alors je crois qu'ils étaient premier ou deuxième. Ce qui fait que l'année dernière, quand il est revenu à Silverstone, il y avait sans doute un petit peu plus d'appréhension. Or là, il est vraiment très à l'aise. Et on est maintenant en caméra embarquée avec Anthony Davidson. Anthony Davidson qui était chez Toyota jusqu'à présent et qui là vient d'arriver, comme on disait tout à l'heure, en LMP2 chez Dragon Speed aux côtés de Pastor Maldonado et de Gonzalez. Arrêt ici chez SMP Racing. SMP qui était pas mal hein, aujourd'hui, qui était vraiment à la lutte avec les rébellions, qui est monté un petit peu d'un cran. C'est Igor Rouchev au volant actuellement de cette numéro 17. Ah, et on a une pénalité pour la numéro 70. Alors c'est MR Racing, ça va pas nous changer le classement. La MR Racing qui est dans la catégorie LMGTE AM, qui était classement qui était 8ème de sa catégorie, 30ème du général. Mais c'est Olivier Beretta quand même, célèbre Olivier Beretta qui était au volant. Et excès de vitesse dans les stands, donc ce sera une pénalité pour leur Ferrari 488 GTE. Là ça repart, on a vu aussi la numéro 36 les stands, l'Alpine qui est pilotée par, je crois que c'est Negrao qui est. C'était Negrao et c'est Nicolas Lapierre qui vient de reprendre le volant. Lapierre décidément qui est très occupé ce week-end après avoir donné tout ce qu'il avait hier durant la course de LMS, les 4 heures de Silverstone. Il est à nouveau sur les rangs aujourd'hui pour les 6 heures de WEC. Est-ce que tu te sentirais toi Komi de faire 10 heures de course comme ça dans le week-end et sur 2 épreuves différentes avec 2 voitures différentes? Oui, avec grand plaisir. C'est beau la motivation, ils ne connaissent pas la fatigue ces jeunes pilotes, c'est magnifique. Ce qui est génial pour lui, c'est que malgré tout, même si ce sont 2 voitures différentes, la même voiture, ce sont 2 Oreca. La seule différence pour lui, c'est que chez Dragon Speed en ELMS, il était en pneu Michelin, et là chez Alpine en WEC, il est en pneu Dunlop. Alors qu'on voit le Racing Team Netherlands un petit peu au ralenti. Carrément au ralenti, oui. Ça a l'air de repartir. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y aurait eu un contact? Et oui. Ah, oula oui. Il est déséquilibré par une Aston Martin. Et surtout, il est venu recouper la piste presque. Ouh là là, et je me demande s'il n'a pas touché aussi. Ils se sont touchés, mais pas après. Non, en tout cas, il s'en est bien sorti. Hein. Si je me trompe pas, c'est Nick De Vries au volant. Et bien, ça doit être dans ses premiers tours de piste assez mouvementé. Il est allé toucher, je crois, la 98. Qui est aux mains de Paul Dalla Lana. Je me demande si c'était pas celle-là. J'ai vu que c'était une Aston Martin de GTE AM, donc je pense que ce sont eux. Alors sur notre fil Twitter, il y a Quentin qui nous demandait y aura-t-il un jour l'amour fou entre le WEC et l'IMSA? Alors ça c'est la grande question qui nous taraude et tarabuste depuis des années. À mon avis non. L'amour fou c'est sûr que non, mais bon. Peut-être des ententes, en tout cas c'est très compliqué depuis des années. On voudrait, beaucoup de fans voudraient, mais les grands patrons, eux, ont des opinions divergentes et des intérêts surtout divergents dans les 2 championnats. Réglage au millimètre hein, pour le changement de bloc arrière chez Rebellion. Bon, ça a été transparent quand même, mais ça s'est joué à peu de choses. On a vu que la sérénité est un petit peu moins présente chez Rebellion qu'on avait pu voir chez Toyota tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique, Paul Lou, qu'on puisse changer les blocs arrière comme ça de façon régulière sur ce circuit? Parce que, alors j'imagine que c'est pour changer de réglage, ok, très bien. Parce qu'on découvre ces kits aéro fort appui, c'est pour ça qu'on change plus que lors des courses par exemple précédentes? Non, je pense que la piste est sans doute différente d'hier. Il faut pas oublier qu'une piste du jour au lendemain, sans spécialement d'explication, elle peut être une seconde plus rapide, une seconde moins rapide. Il peut aussi y avoir le vent qui souffle dans un sens différent que la veille. Et si par exemple la veille il soufflait dans le dos dans les 3/4 des virages rapides et qu'aujourd'hui il souffle de face, s'il souffle de face ça va donner un peu plus d'appui sur l'avant. Ça peut donc déstabiliser un petit peu l'arrière dans ces virages là. On a entendu Nicolas Lapierre en début de course évoquer une voiture compliquée à piloter avec beaucoup de survirages.
Et on a entendu Fernando Alonso aussi le dire et dire qu'après il y a eu un ajustement de setup qui a été effectué. À partir du moment où changer le bloc arrière dans un arrêt au stand est normalement transparent, si les pilotes se plaignent de survirage, ça me paraît pas illogique de changer le bloc arrière en mettant un petit peu plus d'appui pour faire diminuer au maximum ce survirage. Alors justement, tiens, une Toyota dans les stands. Alors elle n'a pas changé le bloc arrière, c'est la numéro 7. Elle s'est arrêtée de manière assez normale, hein, mais on le vit pas en caméra embarquée d'habitude, donc on sent que le freinage est assez fort hein, en arrivant dans ces marques. Et oui, c'est toujours compliqué hein, de s'arrêter précisément dans les stands. Ce sont des voitures qui sont lourdes. Souvent, les pit lanes où on s'arrête sont un petit peu bossés parce que c'est vraiment des endroits où les pilotes freinent et raccélèrent sur des courtes distances. Et donc, alors même si c'est du béton, hein, souvent à ces endroits-là, ils travaillent un petit peu et donc on n'a pas la même adhérence que sur de l'asphalte. Mais ça paraît vraiment simple et pourtant c'est pas si simple que ça. Bon, après on se rate pas de plus de 30 cm, mais faut pas oublier que quand on s'arrête au stand, on a le mécanicien qui vient faire l'essence et donc ça joue à 10-15 cm pour être vraiment optimiste sur le ravitaillement. Et donc si jamais on dépasse de 30-40 cm, on va perdre 1-2 secondes qui peuvent être précieuses. Alors je pose une question bête, mais comment est-ce qu'on s'entraîne à être vraiment au millimètre, au cordeau dans les stands? Parce qu'on sait que maintenant sur les nouvelles pistes, les pistes nouvelle génération, on a du run-up, on peut aller plus loin que la limite de course. Là dans les stands, il n'y a pas d'essai en dehors, j'allais dire, des marques. Donc comment est-ce qu'on peut s'entraîner? C'est un petit peu un feeling, c'est peut-être une des parties où on fait le plus au feeling dans ce sport. On a toujours un petit peu de feeling qui rentre en compte, mais malgré tout, tous les pilotes, on a tous des repères qui nous permettent d'être réguliers parce que si on pilote qu'au feeling, c'est très compliqué d'être régulier en permanence. Par contre, si on a des repères de freinage, des repères de braquage, des repères d'accélération, on arrive à être plus régulier. Or là, c'est compliqué d'en avoir, mais on arrive à 60 km/h, on arrive à juger et puis on peut prendre 1 mètre de marge sur le frein et relâcher un tout petit peu les freins s'il faut pour bien se positionner. Ah oui, non mais d'accord, mais enfin en tout cas c'est vrai qu'on gagne du temps dans les stands et c'est là où on peut en perdre du coup par analogie. Donc c'est vrai que il faut aussi ne pas négliger tous ces détails. Alors on a une question de Chris. Alors quand Paul Lou, tu nous dis que le changement de bloc arrière est transparent, alors qu'est-ce que tu entends par là? On en a évoqué tout à l'heure, mais c'est que l'opération finalement ne coûte rien, c'est ça? Voilà, exactement. Quand je dis que c'est transparent, c'est-à-dire que qu'on change le bloc arrière ou pas, un arrêt au stand quand on fait le plein d'essence, ça va durer à peu près 40 secondes. Le plein d'essence va durer 40 secondes. Si on arrive à changer le bloc arrière en moins de 40 secondes, eh bien on peut le faire à chaque arrêt au stand, on perd pas de temps à le faire. Voilà. Par contre, si ça commence à durer 45 secondes, 50 secondes, ça veut dire qu'on perd 5 à 10 secondes de plus qu'un ravitaillement normal, et là ça devient embêtant. Bon, merci, en tout cas la précision est faite. Alors Ludo aime bien la petite musique du fond sur les temps forts du WEC, et bah pourquoi pas. C'est vrai qu'on a eu quelques petites remarques d'ailleurs, peut-être que le niveau est un peu fort. Oh, une Aston dans les stands. Ouais, c'est celle de Ouais, la ouais, 95 c'est vrai. qui a été arrêtée Ah pour oui, des oui, problèmes je suis- de boîte de vitesse. Non mais j'ai un peu Alzheimer, vous savez. Ouais, mais et pourquoi pas un problème sur l'autre hein, effectivement, c'est vrai que Ah non, j'ai des cru. fois, ça peut être des problèmes sur 2 voitures de la même équipe. Donc dommage effectivement pour cette équipe. Marco Sorensen qui est toujours au volant. Des Aston qui sont en difficulté, enfin une des 2 Aston. Et pour l'instant dans cette catégorie LMGTE Pro, c'est bien toujours la Porsche qui est en tête. Elle s'échange les positions entre Ford, Ferrari, Porsche. Et bien là c'est au tour de la Porsche numéro 92 de reprendre la première position devant la Ferrari d'AF Corse et la Ford numéro 67. Après la Finlande, place à l'Allemagne pour cette nouvelle étape du WRC. Le combat est toujours acharné pour la course au titre entre le Français Sébastien Ogier et son principal rival, le Belge Thierry Neuville. Considérée comme l'épreuve sur asphalte la plus difficile de la fin de saison, cette 9e manche s'annonce intense. Frissons et spectacles garantis dans nos résumés quotidiens.
52 minutes restantes dans cette épreuve. Malgré une petite frayeur, c'est bien toujours la Toyota numéro 7 de Kamui Kobayashi qui est en tête. Mais Sébastien Buemi revient. Mike Conway a perdu peut-être son sourire. Il regarde ce qui se passe en piste avec Kamui Kobayashi qui s'est fait une petite frayeur. On va essayer d'entendre ce qu'il va se dire. En fait, on a changé l'arrière de la voiture, le bloc arrière, pour essayer d'avoir un meilleur équilibre. Mais là, vous avez vu que le comportement s'est pas forcément amélioré. C'était très proche de la correctionnelle. C'est dommage. Joyeux anniversaire, Mike. Oui, merci. Ouais, mes coéquipiers m'ont déjà gâté, m'ont déjà offert des cadeaux, donc tant mieux. Ouais, merci. Alors, je me permets, hein, je suis pas sûr que c'était le meilleur moment pour lui souhaiter bon anniversaire, mais bon. Bon, votre voiture est donc en perdition, vous êtes contraint à l'abandon. Joyeux anniversaire. Non, d'accord. Alors, j'ai une petite explication. Alors, merci Paul Lou de remettre le sérieux dans cette cabine. Alors, Le Paul sérieux, Lou. je ne sais pas, mais non, j'ai une gentille réponse de la part d'Olivier Bacchi, qui est ingénieur en chef chez Alpine, Oui. qui m'a expliqué que, et en effet, j'avais oublié, alors je suis pas sûr qu'on ait la même règle en ELMS, mais je vais pas trop m'avancer parce que c'est peut-être le cas, mais sous safety car, on n'a pas le droit de s'arrêter pendant les 3 premiers tours. Et donc, il m'a dit, on s'est arrêté pendant ces 3 premiers tours, c'est interdit. Pas le choix, j'imagine. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. J'imagine que s'il y a 3 équipes comme ça qui ont fait cette erreur, c'est sans doute que c'est arrivé à un moment où ils avaient plus le choix, fallait mettre de l'essence, et dans ce cas-là, ça expliquerait un petit peu cette erreur. Parce que je vois mal des équipes professionnelles comme celle-ci. Voilà, ça continue. Les pénalités, la voiture du Larbre Compétition, la voiture numéro 56 du Team Project One en GTAM et l'Aston numéro 90 du TF Sport. Moi qui disais que cette Aston était bien partie pour s'imposer. Ah bah oui. Eh bien, retournement de situation puisque c'est Julien Lauer qui est en tête de cette catégorie avec la Porsche du Dempsey Proton Racing, la numéro 77, après sa victoire, ainsi que Matt Campbell et Christian Reed aux 24 heures du Mans. Ça serait peut-être un deuxième succès consécutif pour l'équipe de Patrick Dempsey et du Proton Racing, à surveiller en tout cas, mais toujours ce problème sous safety car, hein, la procédure safety car. Alors elle aurait été dommageable, hein, cette procédure de safety car pour la 38 du Jackie Chan DC Racing avec Stéphane Richelmy entre autres, et puis elle aurait été dommageable pour beaucoup d'équipes donc qui n'auraient peut-être pas eu l'opportunité de faire autrement que de s'arrêter au stand. C'est un peu violent, moi je croyais qu'il y avait une petite tolérance si on était quasiment en panne d'essence ou si on était vraiment obligé. C'est ça le problème, c'est que la tolérance elle y est pas à ce moment-là. Et faut pas oublier, il y a 2 raisons qui peuvent forcer un arrêt au stand. La première, c'est l'essence. Dans ce cas-là, si on n'a plus d'essence, obligatoirement, il faut rentrer au stand. La deuxième, c'est le temps de conduite pour les pilotes. Si le pilote a atteint son maximum de temps de conduite autorisé, Oui. on est aussi obligé de le faire rentrer au stand. Surtout que Ah un oui, tour sous c'est ça safety aussi. car, c'est beaucoup plus long qu'un tour à vitesse normale. Oui, parce qu'on calcule en minutes et non pas en tours. Exactement, c'est pas en tour, c'est en minutes. Et donc, dans ces cas-là, par moment, les équipes n'ont pas le choix. Et donc, c'est pour ça que je demande, je me suis permis de demander également. Alors que se trame-t-il encore? La Toyota numéro 7 face à la Toyota numéro 8. Sébastien Buemi qui revient fort sur Kamui Kobayashi. J'avoue que j'ai pas compris le propos Il y entier a des dégâts à l'avant. Non, mais c'est pas J'ai vrai. cru comprendre qu'il y avait des dégâts à l'avant. Ouais, Ils c'est n'y ce que arriveront donc jamais. Donc Kamui Kobayashi a demandé à son ingénieur ce qui se passait et pourquoi il a eu cette perte de performance, et son ingénieur lui a dit c'est sans doute les petits dégâts qu'on a à l'avant qui te font perdre j'imagine du train avant. Et ce qui pourrait expliquer aussi son sous-virage de tout à l'heure. Oui, alors quand on a Alors, revu après, il est passé dans l'herbe. Attends, c'est bien lui qui est. C'est lui, oui, c'est lui. Voilà. Il est passé dans l'herbe. Est-ce que c'est pas là qu'il a pris des dégâts ou quelque chose dans les ouvertures d'aération? Possiblement, mais alors là je sais plus quoi dire pour cet équipage Bon, il y a rien numéro à dire. 7. Mais non, mais ils ne gagneront jamais cette saison, c'est pas possible. Non, C'est mais pas- ce qui va être intéressant à suivre, c'est maintenant, c'est de Oui. voir les temps autour que fait Kobayashi. Je vais essayer de suivre un petit peu ses temps autour dans les prochains tours, voir si il a vraiment perdu de la performance là dans les 3 derniers tours. Et Parce que là, il si la tournait, performance revient, là il était en 1,44, Voilà. alors que Regardez, une Buemi seconde, deux était secondes, à 1,42, donc en effet il y avait 2 secondes. Et on va voir si cet écart reste le même jusqu'à la fin de la course, ou si jamais par tout hasard l'écart redeviendrait normal.
à surveiller en tout cas. Mais c'est bien la Toyota numéro 8 qui est en première position désormais. Oh, le tête à queue. Là, ça s'appelle un snap oversteer. Hein, c'est ça, c'est un. C'est Anthony Davidson. Décidément pas verni pour sa première en LMP2 cette année. Alors en fait, il s'est un peu fait piéger par le trafic, je pense. Il a voulu remettre les gaz trop vite. Ouais, avec beaucoup d'angles. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il était gêné un petit peu par la Ligier devant lui. Bon, il s'en sort évite- pas mal, oui, hein. parce qu'il évite le rail. Il s'en de sort très pas peu. mal. Et donc, c'est un virage qu'on peut passer soit en deuxième, soit en première vitesse. Moi, par exemple, sur un tour qualif, ici, j'utilisais la deuxième vitesse parce qu'on va un petit peu plus vite et ça ressortait très bien. Et par contre, dans le trafic, ou si vraiment je commençais à avoir un peu plus de problèmes, j'allais faire plus un V. Donc, j'allais chercher large comme il a fait là. Je remettais la première pour faire presque une ligne droite en sortie. Et en première vitesse, ça ressort très fort. Et là, c'est ce qu'il a fait, sauf que malheureusement, la motricité est quand même compliquée quand on est en première vitesse, surtout si on est au bout de relais où les pneus ils commencent à être abîmés. C'est un circuit qui tourne énormément à droite, où il y a beaucoup plus de virages à droite que de virages à gauche. Les pneus avant gauche et arrière gauche, le pneu avant gauche et le pneu arrière gauche, ces deux-là souffrent beaucoup plus que ceux du côté droit, et donc là, clairement, il s'est fait piéger. Ouais, oui, dommage pour Anthony Davidson parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'il n'avait pas roulé. Oula, pareil là dans le trafic, c'est dur avec la Ferrari du Clearwater, cette Ferrari pilotée par Keita Sawa. Et finalement, mais il voit revenir le leader de la catégorie LMP2, Opintung, qui flash. Eh bien, Anthony Davidson ne le laisse pas passer. Non, il n'a plus une LMP, hein, Anthony Davidson. Faudra lui dire, hein, il n'a plus une Toyota entre les mains. Il faut qu'il laisse passer le leader. Et du coup, il se rate un petit peu, Opintung, oui, gêné par Anthony Davidson. Et pendant qu'on discutait là, on a vu aussi des arrêts pour pénalité des voitures 55, 56 et 90. Donc 90 et 56 sont actuellement deuxième et troisième de la Et oui. catégorie LMGTEA, mais ils étaient même en tête tout à l'heure. Donc changement, et c'est bien la 77 du DMC Proton Racing avec Matt Campbell au volant, la Porsche 911 RSR qui a maintenant la tête de cette catégorie. Il reste 45 minutes de course et ils ont tout fois 75 secondes de pénalité. Ça va être compliqué là d'aller chercher Campbell. Bah, c'est simple, ils ont perdu un tour, hein, même un peu plus. Alors, Stéphane Riquelme, on va l'écouter. Et la 38 est toujours en tête, Stéphane. Et depuis le début de course, c'était notre équipière, hein, la numéro 37 qui était en tête. Nous, on a dû faire attention à la consommation des pneus et à la dégradation. Mais pendant le safety car, on a perdu énormément de temps. On a dû remettre de l'essence le tour suivant. Heureusement, on est de retour en tête. On a seulement 10 secondes d'avance. C'est très très proche. Il n'y a pas de consigne de course, mais on va pas non plus se battre comme des fous. Donc on garde notre rythme et on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que vous êtes nerveux pour l'instant? Mais j'ai eu le même sentiment avec Alpine il y a 2 ans, donc je connais un peu. Je suis toujours un peu nerveux, mais je dirais que c'est la voiture sœur, donc normalement on ne devrait pas avoir de manœuvre totalement folle. Voilà ce que nous dit Stéphane Riquelme, qui est quand même revenu sur cette histoire de safety car, parce que oui, il a perdu énormément de temps et ce n'est pas la seule voiture qui a perdu du temps lors de cette procédure safety car. Tiens, en attendant, petit tour sur les chronos avec le meilleur temps en course absolue en LMGTE Pro, signé à l'instant par la Ford d'Harry Tinknell, alors que les derniers arrêts sont en train d'être effectués dans cette même catégorie GTE Pro. Les leaders au stand. Qui va ressortir en tête? C'était la Ferrari numéro 51 qui était en première position. Depuis un bon moment d'ailleurs. Oui, celle d'Alessandro Pierguidi. Et cette voiture ne s'est pas arrêtée, hein. C'est la 71 qui est entrée dans la voie des stands. Donc on va attendre l'arrêt de la F Corset numéro 51. La 91, elle, est arrêtée, on l'a à l'image. Gianmaria Bruni. Un tour après la 92, on ne l'a pas vu mais elle s'est bien arrêtée, hein, cette voiture numéro 92 avec Kevin Estre qui a laissé le volant à Michael Christensen si ma mémoire est bonne. Il reste moins de 45 minutes. Là, toutes les voitures qui s'arrêtent maintenant
vont effectuer leur dernier arrêt, hein, puisque avec une LMP2 on peut faire entre 40 et 42 minutes, Paul Lou, si je dis pas de bêtises, avec un plein. C'est exactement ça. Bon, ça va, j'ai pas trop dit de bêtises. Donc toutes les voitures qui s'arrêtent maintenant pourront terminer la course. Et on voit le leader de la catégorie GTE Pro, Alessandro Pierguidi, qui pourrait ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Et sur notre fil Twitter, on a donc hashtag #Wake_Motorsport TV, Fred qui fait des pronostics sur le reste de la saison. Alors, Il nous annonce un grand chelem de la numéro 8 sur l'ensemble du championnat. ça m'étonnerait. Bah pourtant il note la supériorité de l'équipage de la numéro 8 sur la numéro 7. Mais c'est incroyable, je vous vois bien, mais vous entendez bien, et Fred, vous êtes contre moi en fait, c'est ça. Bon, Mais pas du tout. En tout cas pour l'instant c'est bien engagé. non mais je suis malheureusement d'accord aussi avec vous, j'allais dire, c'est pas malheureusement d'accord parce que je ne vous apprécie pas du tout. C'est simplement que c'est un peu difficile de commenter pendant 6 heures et de se rendre compte que finalement la 8 va prendre l'avantage sur à la fois une consigne de course, parce que là quand même 2 fois la numéro 7 a laissé passer la numéro 8 sur cette piste. Ensuite il y a un problème mécanique soi-disant pour la numéro 7, alors peut-être que c'est vraiment le cas, mais bon, ça fait beaucoup quand même à Spa-Francorchamps, c'était également le cas, à Silverstone aussi. Je sais pas si c'est la bonne méthode qui est suivie par Toyota, en tout cas ça devrait être bon pour la voiture numéro 8. Les Rébellions Racing sont donc en 3ème et 4ème position. Et puis en GTE1, eh bien, on n'a pas lâché prise entre Pedro Lamy et Jörg Bergmeister. C'est surtout l'Allemand qui n'a pas lâché prise, parce qu'il est pour l'instant à quelques secondes simplement du podium dans cette catégorie LMGTE-AM. On a l'écart vraiment sous nos yeux. 1 seconde 8 d'écart entre Pedro Lamy le portugais et Jörg Bergmeister l'allemand. Qu'est-ce que ça va donner? Grâce au GT, on a vraiment une belle bagarre hein, là aussi. Et en LMP2, on ne les oublie pas parce qu'il y a 1 seconde 3 d'écart entre la 38 et la 37. Alors allons-nous avoir un dépassement de dernière minute? Normalement, c'est ce que Stéphane Ricalmi avait dit. Il n'y a pas de consigne de course, mais on va pas tenter le diable. D'un autre côté, si Jasman Jaffar se sent capable de dépasser Opintung à la régulière, pourquoi s'en priver véritablement? Ouais, alors à la régulière, j'ai du mal à y croire. On voit les Oui. deux pilotes qui attaquent beaucoup depuis tout à l'heure. Ils sont à l'attaque, hein, clairement. Ça se voit, il y a eu des blocages de roues d'une part, de l'autre aussi. Un petit peu de dérive en sortie de virage. Mais on a l'impression qu'ils ont à peu de choses près la même vitesse. Donc ça risque d'être compliqué. Par contre, si jamais Opingtoon se retrouve bloqué dans le trafic, à ce moment-là, Jasman Jaffar il peut bénéficier d'un avantage dans le trafic et en profiter. Je pense que c'est la seule réelle menace dans ces 3 dernières minutes pour Opingtoon. Alors qu'on voyait aussi à l'image Alonso un petit peu stressé dans ces 3 dernières minutes. J'imagine qu'il est serein, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Mais c'est ce que je te demandais, je crois, à Spa-Francorchamps. C'est vrai que quand on est pilote et qu'on est finalement dans le box pour le dernier relais, on est toujours un petit peu stressé parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, soit un problème mécanique, soit un problème avec le pilote, avec le trafic, puis on n'est pas maître de son destin finalement. Mais c'est ça, et c'est là où c'est le plus stressant en fait. Lorsqu'on est dans la voiture, eh bien, on sait ce qu'on fait, on entend la voiture, donc on entend la mécanique, on ressent nos pneus. Et donc, s'il reste 2 minutes de course et qu'on n'a eu aucune alerte en amont et qu'on se dit allez, je vais être prudent, il reste 2 minutes de course, j'ai de la marge devant, j'ai de la marge derrière, il n'y a pas trop de pression. Par contre, quand on est dans les stands, même si on a le casque sur les oreilles pour écouter les discussions radio entre le pilote et les ingénieurs, on est quand même spectateur, passager, et la pression est assez importante en effet. Et petite anecdote au passage qui nous vient de notre confrère Laurent Mercier d'Endurance Info, qui nous dit que en LMP2, si la victoire est confirmée pour Jack Chen des Racing, ce serait la 70e victoire d'Oreca en LMP2. Oui. Donc ce qui prouve que ce châssis est bon, le châssis Oreca 07. Non pas que les Dallara et l'Hygiène ne soient pas au niveau, mais c'est vrai que là sur ce circuit, on a vu que les Oreca avaient réussi finalement sur l'ensemble de la course, que ce soit en ELMS ou ici sur les 6 heures, à prendre l'avantage. D'ailleurs, tiens, Paul Lou, je pose une question rapide avant qu'on célèbre l'arrivée et le vainqueur de cette course. Les Dallara, P217, les Ligier, JSP 217, comment on les situe par rapport au châssis Oreca? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est un peu rééquilibré par rapport à le passé? C'est compliqué. Je pense que ça s'est rééquilibré.
Et moi vraiment je suis fan de ma voiture cette année, l'Oreca 07 avec les pneus Michelin, vraiment se comporte à merveille et me procure des sensations géniales. Oui. Après, j'ai envie de dire, et je pense le gros point fort de l'Oreca, c'est qu'on la pose sur la piste et elle est performante. Peu importe où, sur quelle piste. Il y a un réglage de base qui est très bon, un setup de base qui est très bon, ce qui fait que ça, je pense que ça facilite Oui, vraiment le belle travail. expérience d'Oreca, hein, toute, Et, toute l'équipe de c'est chemin. exactement ça. Et après, on a vu là par exemple la pole position réalisée par une Ligier. On voit les Dallara par moments vraiment très rapides. On avait vu Racing Team Netherlands lors Oui. du premier stint à Spa qui avait été vraiment un cran au-dessus par rapport à la concurrence. Donc je suis quasiment certain qu'en performance pure, de temps en temps, les autres peuvent rivaliser. Oui, même la Mais Dallara de SMP hein, exactement. était vraiment pas mal. Mais clairement, en constance, en régularité, en expérience, Oreca est au-dessus et c'est ce qui fait vraiment sa force aujourd'hui. Allez, dernier tour, on a rapidement aperçu la bataille en LMGTE AM entre le Team Project One, Jörg Bergmeister et Pedro Lamy avec l'Aston Martin numéro 98. Mais devant, c'est bien les Toyota qui vont signer le doublé. La voiture numéro 8 de Sébastien Buemi, Kamui Kobayashi, non, de Nakajima, pardon, et Fernando Alonso qui va s'imposer plus que quelques mètres simplement. Et Nakajima qui n'aura pas beaucoup roulé. On a vu tout à l'heure l'infographie. C'est plutôt Sébastien Buemi qui a fait le plus gros travail, le plus gros relais finalement. Et il va donc d'ici quelques instants s'imposer. Sébastien Buemi dans le dernier virage avec la Toyota numéro 8. Troisième victoire en 3 courses cette année. La super saison 2018-2019. Et porte chance pour l'instant à l'équipage de la Toyota numéro 8. Doublé pour Toyota. Et la troisième position, c'est une belle surprise. Et pour les supporters de Thomas Laurent, eh bien, ça va être la fête là aussi. Parce que Gustavo Menezes, Mathias Bech et Thomas Laurent devraient couper la ligne d'arrivée en troisième position. En GTE Pro, superbe stratégie de la part de Ferrari et de l'équipe AF Corse. Avec la victoire pour Alexandro Pierguidi en compagnie de son équipier James Calado. Et puis en GTE, une nouvelle victoire hein, pour le DMC Proton Racing avec Matt Campbell, Julian Lauer et Christian Ried. Et en GTE AM, il est passé, Jörg Bergmeister. Il a réussi à se défaire de Pedro Lamy pour le gain de la troisième position. Donc TF Sport va terminer en deuxième place. Et Pedro Lamy a perdu d'ici quelques instants, a perdu en tout cas dans le dernier tour cette troisième position. Dommage pour l'équipe Aston Martin Racing qui n'aura ni été très chanceuse en GTE Pro, ni très chanceuse en GTE AM. Et ça veut dire que dans les deux podiums de GT, Pro et AM, on a à chaque fois 3 voitures différentes, puisqu'on a Ferrari, Porsche et Ford en Pro, et on a Porsche, Aston, et... Ah ben non, on a un deuxième Porsche. Non, non, bah oui, c'est ça. Mais on a quand même des voitures très différentes, et c'est encore une fois ce qu'on a dit durant toute la course, il y a eu des échanges. À chaque moment de la course, il y a 2 marques qui ont mené, qui étaient dans les 3-4 premiers. Donc la balance de performance, la BOP, puisqu'on en parlait un petit peu plus tôt, est effectivement bien faite dans ce championnat. Et on revoit le dépassement, il s'est un peu raté Pedro Lamy avec le trafic, en tout cas un peu gêné par le dépassement d'une voiture plus rapide. Et Jörg Bergmeister en a profité. Pourtant il a de l'expérience, hein, le portugais. En tout cas c'est le 6e succès consécutif en championnat du monde d'endurance pour Toyota Gazoo Racing. Depuis 2012, Toyota qui compte désormais à 19 victoires, 17 pole positions et 47 podiums. 3e succès en Angleterre. Donc vraiment carton plein pour l'équipe Toyota, les Toyota TS050 hybrides qui ont parfaitement utilisé ce kit fort appui ici à Silverstone pour la 3e manche de cette saison 2018-2019. Et voilà la confirmation des différents vainqueurs. Toyota Gazoo Racing, Jackie Chan DC Racing en LMP2, victoire de l'équipe AF Corse en LMGTE Pro et l'équipe d'MC Proton Racing en GTE AM. Belle performance encore une fois pour la Rébellion Racing numéro 3 de Gustavo Menezes, de son équipier Mathias Bech et de Thomas Laurent. Véritablement une belle course et un bel affrontement en GT. Et puis beau doublé hein, de Jackie Chan DC Racing en LMP2, messieurs. On a vraiment une course disputée, on va dire, en GT. En LMP1 un petit peu moins, mais nouvelle victoire pour cet homme, Fernando Alonso, ici même à Silverstone. La 3e manche de ce championnat du monde d'endurance de la FIA qui voit donc la conclusion avec les victoires en LMP1 de la Toyota numéro 8, en GTE Pro de la Ferrari numéro 51,
En LMP2, victoire de la voiture numéro 38. Et en GTE AM, victoire finale de la voiture, vous allez m'aider, de Denset Proton Racing, la voiture numéro 77. Merci messieurs en tout cas, et très bonne soirée sur Motorsport TV. Merci à toutes et à Merci tous, à la beaucoup. prochaine. Au revoir.